Christophe Aguiton, bonjour. Bonjour. Merci de revenir nous voir hors série. La dernière fois, c'était en octobre dernier. On vous avait invité pour vous demander ce que la gauche radicale pouvait faire de la présidentielle. Aujourd'hui, c'est pour vous demander ce que la gauche radicale peut faire au XXIe siècle. On élargit le champ. Voilà, c'est ça. On a 1 heure, il faudra être rapide. Donc, c'est le titre de votre livre, La gauche du XXIe siècle, enquête sur une refondation. Alors, pour commencer, en fait, je voudrais prendre le temps, ça serait une manière de vous présenter, mais vraiment de revenir sur votre parcours très riche de militants politiques, associatifs, syndical, puisqu'il me semble que votre parcours reflète d'une certaine manière les évolutions de la gauche, des différents choix stratégiques, dilemmes stratégiques qui sont posés, les différentes préoccupations, comment elles ont évolué. Donc, on commence par le début, mai 68. C'est ça? Vous avez 15 ans? 15 ans. Je suis à Casablanca. Ma mère a été prof d'histoire géo. Elle a décidé, quand j'avais 10 ans, elle avait soutenu le FLN avant, on vivait à Rouen, d'aller en Algérie. Mes parents étaient divorcés, mon père à droite. Donc l'Algérie, après l'indépendance, c'était pas facile. Mon père aurait gagné un procès facilement. Donc le compromis entre mes parents était qu'elle aille au Maroc avec nous. Donc je suis arrivé d'abord à Tanger pendant 4 ans, où j'ai fait mon premier cycle secondaire, puis à Casablanca. Donc c'est à la fin de ma seconde. J'avais 14 ans exactement, que mai 68 éclate. Et donc là, ça a été un choc, comme pour tous les gamins de cette époque. Hein. Les gens de mon âge, moi je suis né en 53, vous en retrouvez énormément dans les mouvements sociaux. Hein. Annick Coupé, Babar, Jean-Baptiste Hérault, Dudal, tous ces gens-là, on a tous le même âge. Hein. C'est-à-dire c'est ceux qui ont pris un coup de massue sur la tête quand ils avaient 14-15 ans. Quoi. Hein. Bon, ce qui est mon cas. Hein. Bon, donc là, j'ai commencé à lire de la politique en première terminale, toujours au Maroc. Difficile d'y militer à l'époque. Bon, et puis j'arrive en France en 70, j'étais en maths sup à l'époque. Et c'est là où je rentre en effet dans l'extrême gauche, à la Ligue communiste, puisque c'était le nom de l'époque de ce qui est devenu par la suite la Ligue communiste révolutionnaire. Et puis bon, dans toutes ces années 70 que nous avons eu la chance de parcourir pour certains d'entre nous. Et alors ensuite, vous commencez à travailler dans les PTT. Qu'est-ce que vous faites En fait, je rentre comme technicien dans les télécoms. Ouais. Hein, donc, qui étaient en effet les PTT. Donc, je suis rentré au poste et télécommunications, ou poste télégraphe télécommunications. Je ne sais plus quel était le sens exact du sigle à l'époque. En 78, après mon année d'armée, parce qu'à l'époque, les militants allaient à l'armée, les militants hommes allaient à l'armée, avec l'idée, on était dans la répétition ou la crainte du Chili. Et donc on voyait bien que la gauche était en train de monter électoralement, puisque l'union de la gauche avait été signée, on voyait les scores qui montaient, et tout le monde avait en tête Pinochet et Allende. Et donc l'extrême gauche assez massivement allait à l'armée, avec l'idée qu'en cas de coup d'État, on paralyserait l'institution militaire. Donc j'ai fait mon... Ça s'est perdu, ça, cette idée Oui, complètement. De toute façon, maintenant, l'armée, il n'y a plus de conscription. Ouais, l'armée, c'est l'armée de métier, donc le problème ne se pose plus en les mêmes termes. Et puis surtout, l'arrivée de la gauche en France n'a pas été l'équivalent de l'arrivée de la gauche au Chili, et heureusement pour nous tous. Mais enfin bref, on faisait ça, donc on était très forts à l'armée. Il y avait des milliers de gens organisés clandestinement dans l'armée, qui étaient toute cette génération de 68, qui étaient à l'armée dans les années de 73 à 80. Tout ça s'est arrêté avec la victoire de Mitterrand et le fait que tout ça s'est passé pacifiquement, ce qui est mieux pour nous tous, quoi qu'on pense du bilan des années Mitterrand. Donc je rentre au Télécom c'est ça. Et là, en 78, et là je découvre le syndicalisme. La CFDT. La CFDT, un qui CGT pas un an, puis la CFDT CFDT d'aujourd'hui. juste après. Exactement, c'était une CFDT qui était déjà divisée. Edmond Maire commençait à faire le tournant de ce qui s'était appelé à l'époque le recentrage, qui était le début de ce qu'est la CFDT d'aujourd'hui. Mais il y avait encore une très très forte minorité, qui devait faire 30 à 40%, qui elle était proche des idées de mai 68. Et par rapport à la CGT, la grosse différence, c'est que la CFDT, par exemple, soutenait les comités de soldats, auxquels j'avais participé, soutenait le féminisme, la lutte des homosexuels, les débuts de l'écologie. On était tout à fait en phase avec tout ça. Alors que la CGT et le Parti communiste, pas vraiment. Le tournant a eu lieu beaucoup plus tard pour eux. Donc la CFDT était plus en phase avec nos idées, fondamentalement. Et donc, mais vous ne restez pas à la CFDT, vous faites en fait, on s'en fait virer 10 ans plus tard, en 88, et donc on va créer Sud, avec Annick Coupé, et toute Christian Chartier, Thierry Renard et toute une série d'autres, et qui va marcher beaucoup mieux que ce que tout le monde pense. La CFDT est sûre qu'elle va nous écraser en 3 minutes, et puis Sud marche, et on devient les premiers au Télécom. Les premiers. Juste derrière la CGT, mais on double la CFDT largement, et donc là, c'est vraiment l'expérience d'un syndicalisme nouveau,
nouveau, à la fois très démocratique dans son fonctionnement interne et surtout dans son rapport aux salariés. Hein, on sort des coordinations. Hein, donc c'est une époque où nous, on donne sans arrêt la parole aux salariés, c'est eux qui décident, ce qui n'était pas non plus la tradition syndicale, hein, où le syndicat, maintenant c'est le cas partout, mais à l'époque, le syndicat décidait la grève et arrêtait la grève. Hein, ce n'était pas les salariés qui décidaient tout ça, ce qui est fini. Hein, mais 68, c'était ça. Hein, la CGT a décidé d'arrêter, et puis devant les sifflements, c'est Guy a dit non, on continue. Hein, bon, mais ça s'est fait sous cette forme-là, hein, où c'était le syndicalisme qui décidait, les bureaux donc, des syndicats qui décidaient. Et puis surtout, ce que va faire Sud, comme on n'est pas une confédération, c'est qu'on va se lier aux nouveaux mouvements sociaux. Donc j'ai la chance de participer à la création d'Agir ensemble contre le chômage, les marches européennes contre le chômage, tout ce qui était ces mouvements-là, qui étaient des mouvements transversaux, hein, en fait, dans lesquels on avait des syndicalistes, des mouvements de chômeurs, des intellectuels. Bourdieu avait signé notre appel à l'époque. Bon, et d'autres amis de Sud vont, eux, animer le mouvement féministe, le mouvement de soutien aux immigrés et aux sans-papiers, puisqu'on sait tout le mouvement des sans-papiers après Saint-Bernard. Et Sud est au cœur de tout ça. Donc c'est des années assez passionnantes que je regrette vraiment pas du tout d'avoir pu vivre. Voilà, ça c'est les années 90 pour moi. C'est beaucoup le syndicalisme. Ouais. Et je découvre d'ailleurs, quant à mon engagement politique, il y a toute une série de choses qui ne collent pas vraiment, hein, puisque dans les organisations d'extrême gauche, avec une tradition d'un marxisme issu vraiment du tournant fin 19e, début du 20e, la classe ouvrière, elle n'est pas capable de s'émanciper d'elle-même. Hein, bon, parce qu'elle elle défend ses intérêts immédiats, elle est la classe ouvrière en soi. Bon, mais la classe ouvrière pour soi, c'est-à-dire celle qui est capable de penser à un futur, elle doit se cristalliser dans un parti politique. Hein, donc nous, les trotskistes, la LCR, les autres, le Parti communiste ou les maoïstes, encore autre chose. Mais c'était évidemment dans le parti que les idées devaient se structurer et que les vraies lignes stratégiques se discutaient. Et je découvre un syndicalisme beaucoup plus politique, beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus riche en fait que ce que les textes en disaient. Hein, bon, le syndicalisme, c'est passionnant. Alors, c'est peut-être une spécificité française. Hein, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose dans les pays avec des très gros syndicats, mais même, hein, je crois qu'il y a en fait autant de richesse intellectuelle, stratégique, politique dans un syndicat que dans un parti politique. Ils n'ont pas le même objet. Hein, certains sont dans le cadre de l'entreprise, d'autres plutôt dans le cadre aujourd'hui du combat électoral, puisque c'est ça que font pour l'essentiel les partis. Mais la richesse et la vivacité des idées, des stratégies, etc. est pour moi la même. Et ça, je le découvre dans les années 80. Et ça, c'est vraiment une surprise positive. Ça m'a beaucoup marqué par la suite. De même que les mouvements de chômeurs m'ont appris d'autres choses. Et puis, pour finir sur mon parcours, avant de discuter du livre, j'ai eu aussi la chance, par ces mouvements sociaux-là, d'abord de découvrir beaucoup de choses à l'international, puisqu'on va lancer les marches européennes contre le chômage en 77-78, qui vont nous permettre de nous ouvrir à toute une série de mouvements européens que je ne connaissais pas, de me remettre aux langues, de me remettre à l'anglais, à l'espagnol pour pouvoir parler avec eux directement. Bon, et puis très vite, le mouvement Alter qui va, disons, s'ébaucher avec le zapatisme, et qui va surtout émerger avec Seattle, donc fin 99, et les forums sociaux début 2000. Ça, et vous participez à la création d'Attaque. D'Attaque et des forums sociaux aussi. C'est ça. Hein, voilà. Donc je suis à Porto Alegre dès 2001, c'est au premier forum social, et donc je participe un peu à tout ce qui est un peu aussi dans le livre, cette aventure des gauches latino-américaines qui vont percer dans les années 2000, quoi, hein, bon, voilà, par le mouvement Alter. On peut peut-être dire deux mots justement de ce mouvement Alter qui s'avère être assez unique en fait dans sa construction. Oui, absolument. C'est une rupture très très importante avec la culture politique dominante du XXe siècle, hein, vraiment très importante, qui avait déjà émergé dans les mouvements sociaux des années 90, évidemment dans le zapatisme, hein, bon, mais qui là se généralise. Hein. C'est une double idée qui est vraiment très importante. La première, c'est qu'on est riche de nos diversités. Avant, dans la tradition du mouvement ouvrier, on se bat toujours pour l'unité. L'unité de la classe ouvrière, l'unité du peuple. Hein, pour ceux qui se rappellent des années Allende dont on parlait tout à l'heure à propos de l'armée, El pueblo unido jamás será vencido. Cette idée que le peuple uni ne sera jamais vaincu. Bon, ce qui n'était pas tout à fait vrai puisqu'il avait été vaincu au Chili, en tout cas après 73. Mais cette idée-là était au cœur de la stratégie du mouvement ouvrier qui était toujours basée vers le rassemblement. Ce qu'on retrouve toujours en politique, hein, quand vous écoutez la droite ou la gauche, il faut rassembler les Républicains, rassembler le Parti socialiste. Vous retrouvez toujours les mêmes discours. Hein, bon. Et dans la construction du mouvement social, on avait la même idée de l'unité et donc de la hiérarchie. C'était les partis qui dominaient, les partis eux-mêmes structurés de façon très pyramidale, avec des comités centraux, des bureaux politiques, des secrétariats du bureau politique, tout ça était sous une forme d'une pyramide avec un secrétaire général en haut. Et puis le parti politique, et c'était déjà chez Kautsky, donc vraiment au cœur de ce qu'était la social-démocratie allemande du début du siècle, devait diriger les syndicats et les autres mouvements sociaux. Donc on avait une hiérarchie entre mouvements, hein, où la classe ouvrière était au-dessus, donc c'était son parti et son syndicat. Les autres mouvements étaient périphériques, les femmes, les homos, les jeunes, tout ça c'était moins important parce que c'était moins stratégique. Front secondaire, absolument. Et puis tout ça a été hiérarchisé, bon, et poussant à l'unité. Alors ce que va faire
Le mouvement Alter, c'est d'abord se féliciter de la diversité. On est riche de nos diversités. Donc plus des mouvements différents nous rejoignent, meilleur c'est. Et on va considérer dans le même temps qu'il y a une horizontalité de ces mouvements et qu'il n'y a plus de hiérarchie possible. Et donc on ne peut pas parler au nom des autres. Bon, il n'y a pas un dirigeant suprême qui peut, au nom du futur de la classe ouvrière, décréter ce qui est bon pour le syndicalisme ou pour le mouvement des femmes. Chacun parle pour lui, mais dans une tentative de marier cette diversité dans des lieux communs, qui sont donc les forums sociaux où on va se retrouver, donc qui regroupent jusqu'à 150 000 personnes. C'est des grosses structures qui permettent des échanges très horizontaux. Et puis des grandes manifestations qui va être la partie action, si on peut dire, de ce mouvement Alter. La plus importante peut-être en Europe et la plus dramatique a été Gênes, donc avec la mort de Giuliani et puis la répression terrible qui l'a accompagnée. Mais ces grandes manifestations, là aussi de centaines de milliers de personnes, vont avec les forums sociaux. Il y a une articulation entre les deux. Et l'important, c'est cette nouvelle culture politique. C'est ça. Et les syndicats, certains syndicats sont présents. Quasi tous. Oui, quasi tous. La CGT, même la CFDT vient au tout premier forum sociaux. Sud est au cœur, ça c'est évident. La FSU aussi, donc le syndicat des enseignants. Non, tous viennent. Il n'y a que Force ouvrière qui refuse absolument, parce que pour Force ouvrière, le syndicalisme est à part. Il se méfie beaucoup de tout ce qui est associatif. Mais, ça, je trouve, c'est intéressant pour moi de revoir ce mouvement altermondialiste sous cet angle-là, parce que ça dissout un peu la fausse antinomie qu'on peut avoir quelquefois entre orientaliste et verticaliste, militant et activiste, comme si c'était deux mondes forcément séparés, qui chacun se caricature les uns les autres, alors qu'en fait, tous ces gens-là ont travaillé en très bonne intelligence dans ces mouvements Alter. Oui, au Brésil, quand le Forum social se lance, il y a un comité d'animation du Forum social qui est animé surtout par le mouvement des Sans-Terre, donc nouveau mouvement, mais paysan, évidemment, qui est membre de la Via Campesina, de l'Internationale paysanne, et la CUT, qui est le gros syndicat brésilien, membre de la CSI, Confédération syndicale internationale. C'est eux qui portent le Forum social au début. Et la Confédération syndicale internationale, tout comme la Via Campesina, ou les Attaques, ou des ONG comme les Amis de la Terre, vont être dans le mouvement Alter en permanence. Bon, alors, le syndicalisme va s'en détacher petit à petit, surtout en Europe, parce que bon, il s'y intéresse moins. La CFDT n'y vient plus assez vite. La CGT y vient toujours un peu, mais c'est pas trop son truc. Elle se ressente plutôt sur des fondamentaux nationaux. Bon. Mais il n'y a pas de rupture avec les syndicats. Et dans toute la première phase du mouvement Alter, ils sont très présents. Et puis les gens en Italie aussi. Et pour ce qui est des partis, les gens de la LCR, ils sont... Alors, pour les partis, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, dans le cas brésilien, mais qui va quand même avoir une influence très importante dans le reste du monde, ils sont dans une difficulté qui est le fait qu'ils sont tous au Parti des travailleurs, mais qui n'ont pas envie d'être dirigés par un parti comme le faisaient les partis du XXe siècle, pour le dire vite. Bon. Et donc, ils vont créer des règles, se doter d'une charte qui décide que les partis politiques n'en font pas partie. Bon, c'est un peu hypocrite, parce que de fait, le Parti des travailleurs y est. Bon, en Europe, on accepte plus facilement les partis. Donc, on va retrouver plusieurs partis qui sont vraiment très présents. Un peu la LCR, mais ce n'est pas la LCR qui va jouer un rôle le plus important. C'est Refondation communiste, parce que l'Italie va quand même être au cœur de l'altermondialisme européen. Et Refondation communiste est un peu l'exemple à suivre dans ce début des années 2000. Bon, donc, eux vont être très, très présents et présents dans ces moments absolument... Peut-être présenter très rapidement Refondation communiste. Alors, Refondation communiste, c'est un parti, en fait, qui est issu de la fin du Parti communiste italien. Le PCI, le Parti communiste italien, était de loin le plus gros parti communiste d'Europe occidentale, bien plus gros que le Parti communiste français. Et il n'y avait pas vraiment de social-démocratie en Italie. Il y en avait une petite, mais qui était très corrompue et pas très importante numériquement. Mais le Parti communiste épousait tout l'arc de la gauche, si on peut dire. Bon, avec beaucoup d'intellectuels, ce qui était une vraie différence avec le Parti communiste français, et des courants modérés, d'autres plus de radicaux. Tout le monde s'y retrouvait dans ce Parti communiste italien, qui avait des courants d'idées, pas des tendances au sens organisé du terme, mais pas loin. Là aussi, on est loin du modèle français qui était beaucoup plus vertical et excluant quand on n'était pas dans la ligne. Bon, le modèle italien était beaucoup plus flexible. Et ce Parti communiste, voyant la chute du mur de Berlin et puis l'effondrement de l'Union soviétique qui était en cours, c'est la perestroïka, va décider de changer et de se social-démocratiser dans une évolution très rapide qui les a amenés aujourd'hui à être dans le Parti démocrate. Donc, ils sont plus proches du modèle nord-américain que des modèles européens, travaillistes en Angleterre, sociodémocrates en Allemagne ou socialistes en France. Ils évoluent beaucoup plus dans le sens d'un centre-gauche découpé du monde syndical et du monde ouvrier. Ça, ils ont vraiment fait cette rupture. Mais sort à ce moment-là, puisqu'on est au tout début des années 90, c'est vraiment quand la chute du mur de Berlin, c'est 89, et l'effondrement de l'Union soviétique, c'est 91. C'est à ce moment-là que le bouquin commence, si on peut dire. Et c'est là où Refondation communiste se crée, au début à partir d'une scission du PCI qui refuse donc cette social-démocratisation, mais très vite,
des différents courants d'extrême gauche vont s'y joindre, des syndicalistes. Bertinotti, qui en est le principal dirigeant dans les années 2000, fin des années 90, début 2000, lui est un syndicaliste, donc pas du tout issu de la mouvance communiste, au sens strict, ni extrême gauche d'ailleurs, au sens strict du terme. D'accord, merci pour la parenthèse, refondation communiste. Donc, après le mouvement altermondialiste, vous êtes très impliqué dans le mouvement de justice climatique. Et en fait, quand je regarde ce mouvement, j'ai l'impression de voir les mêmes têtes finalement que le mouvement alter. Oui. Par exemple, Naomi Klein, une vedette du mouvement alter, voilà, est très très active aussi. C'est aussi, même quand on regarde les livres qu'elle a écrits, est-ce que c'est le mouvement alter qui c'est un petit peu transformé. Tout le monde se rendait quand même bien compte que l'écologie était un vrai sujet. Tout le monde n'était pas dans les partis écolos, les Verts sous leurs différentes variantes, qui n'existent pas dans beaucoup de pays. C'est une affaire quand même très européenne, un tout petit peu australienne, en Nouvelle-Zélande et en États-Unis, on les retrouve un petit peu. Mais même en Europe, un des problèmes des partis verts, c'est que ça recoupe des réalités totalement différentes. Donc c'est compliqué de les traiter en tant que tels. Mais tout le monde voyait bien que l'écologie comme sujet politique devenait un sujet très important dès les années 70. On l'a tous suivi, Dumont, les différentes tentatives de marier gauche et écologie. Mais les choses vont s'accélérer à partir des forums sociaux et justement de cette diversité qui va nous apprendre beaucoup. C'est-à-dire que dès Seattle, par exemple, la droite et les journaux de droite américains rigolent en disant comment est-ce que vous voulez des syndicalistes de la AFL-CIO qui sont très défense de l'emploi, très classiques, et les amis des tortues qui étaient les amis de la Terre et autres écolos se retrouvent. En fait, ça a bien marché. Et donc tout le monde est au contact de ces grandes organisations écologistes, en particulier les amis de la Terre. Et puis on va changer aussi parce qu'il y a des changements dans la vision du monde qui vont nous être amenés par des militants surtout, un peu indiens, un peu africains, mais surtout de la partie des Andes, de l'Amérique latine, où il y a deux idées assez centrales qui vont être défendues, des idées très, très proches et complémentaires, qui sont le buen vivir, l'idée qu'il faut en fait viser, on dirait aujourd'hui, le qualitatif plus que le quantitatif et en finir avec le consumérisme, pour le dire vite, en se réconciliant avec son environnement au sens global du terme, sa famille, ses amis, mais aussi la nature. Et puis la deuxième idée qui va exactement avec, c'est l'idée qu'il ne faut pas considérer que seuls les humains ont des droits. Et donc on se bat pour les droits des humains, les anciens droits de l'homme, ou les droits des humains aujourd'hui, bien sûr, pour ne pas laisser que sur un des deux genres, mais que toutes les créatures ont des droits. Et donc, eux ont un sens mystique qui est derrière tout ça, qui est la Pachamama, la terre-mère, donc une espèce de vision, une vision du monde qui est quand même marquée par un certain esprit religieux, qui est leur religion, mais qui peut être pris sur un sens plus politique avec l'idée que les non-humains peuvent avoir des droits. Et à partir de là, vous commencez à voir les choses différemment. Vous sortez du cartésianisme. Vous apercevez qu'avant Descartes, en un des pays comme la France, la Normandie, on jugeait les animaux. Donc le rapport homme-animal n'était pas du tout le même. Il y a une bonne formule que Christophe Bonneuil, un copain qui a écrit sur l'Anthropocène, il disait avant Descartes, on traitait les animaux comme des hommes. À partir de Descartes et du capitalisme, on va traiter les hommes comme des animaux. Ce qui est pas mal vu. Donc tout ça nous marque beaucoup. Et donc Attaque, puisque je suis toujours militant d'Attaque et j'étais très actif pendant toutes ces périodes-là dans Attaque, va tourner, garder les fondamentaux qui sont la critique de la mondialisation libérale, des flux financiers, de la financiarisation du monde au sens large du terme, mais beaucoup des questions environnementales. Et donc Attaque va jouer un rôle très important dans les batailles pour la justice climatique, y compris la COP21, pour parler de la dernière grande conférence à Paris. Dernier élément que je voudrais relever dans votre biographie, c'est vous participez en 2013, je crois, à Ensemble, la troisième force au sein du Front de gauche, à côté du parti de gauche, de Mélenchon et du Parti communiste. Quelle était la raison d'être de cette force-là et quelle est sa raison d'être aujourd'hui? C'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait au tout début du Front de gauche, on est beaucoup à s'être dit en 2012 qu'il fallait accompagner la dynamique du Front de gauche. Mais quand vous regardez la réalité du Front de gauche des années 2011-2012, c'est-à-dire juste au moment de l'avant-dernière présidentielle, il y a deux partis importants. Un, surtout, c'est le Parti communiste. Un, en ascension à ce moment-là, qui est le Parti de gauche, issu du Parti socialiste, avec quelques regroupements de Verts et d'autres militants qui vont le rejoindre. Mais pour l'essentiel, c'est PRS, pour la République sociale, qui est dans cette tendance du Parti socialiste qui sort avec Mélenchon. Et puis, il y a, je crois, jusqu'à 7 ou 8
toutes petites organisations, issues de différentes origines. On a beaucoup qui viennent des crises successives de la LCR puis du NPA. On va avoir des gens qui viennent du vieux PSU, des alternatifs, qui regroupent, oui, des gens issus du vieux PSU. Et on va avoir aussi une autre composante qui est la phase, qui regroupe des gens de la campagne Beauvais, de la campagne électorale précédente, puis des communistes de ce qu'on a appelé les refondateurs, avec Pierre Zarka, l'ancien dirigeant de l'UMA, qui avait quitté le Parti communiste. Tous ces gens-là se regroupent dans la phase. Et on a donc cet éparpillement de tas de petits groupes, issus de la LCR, issus du Parti communiste, issus du PSU, des gens issus des Verts aussi. Et on se dit, ça ne tient pas debout, tout ça n'a aucun sens. Donc l'idée, c'est de regrouper ça et de faire une force qui était à la fois très impliquée dans le front de gauche, mais très impliquée aussi dans les mouvements sociaux et dans toutes ces thématiques, en particulier l'écologie, le féminisme, qui donnent une coloration un peu particulière à Ensemble, plus que ce qu'est la réalité des partis communistes ou du Parti de gauche aujourd'hui. Ça, c'était l'idée. Et maintenant, dans un front de gauche qui a plus... Donc, alors, le problème, c'est ça. C'est que Ensemble avait son sens comme la troisième composante du front de gauche. Je crois qu'il l'a bien joué. Avec des personnes connues comme Clémentine Autain qui ont personnifié et identifié d'une certaine façon cette composante-là. Bon, après, on a eu un débat qui renvoie aux dernières séries où vous m'avez invité avec Laurent Lévy sur qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du Mélenchon 2017. On n'est plus dans le Mélenchon 2012. On est dans un Mélenchon qui a décidé de lancer une aventure, je ne dis pas personnelle, puisqu'il le fait avec des gens du Parti de gauche, mais qui n'est pas du tout lié au front de gauche. Il le fait au début contre le Parti communiste, sans en parler ensemble ni à personne d'autre. Bon, c'est l'aventure l'histoire que nous connaissons et qui l'amène à un vrai succès puisqu'il va faire près de 20%. Et donc tout un débat commence dans Ensemble, qui était l'objet du hors-série avec Laurent Lévy, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Ma position était qu'il fallait accompagner ce mouvement et s'inscrire sans pour autant être des bénis oui mélenchonistes. On pouvait avoir des tas de points de critique que je continue à avoir, mais de s'inscrire dans ce mouvement ou pas. Et ça a divisé Ensemble, continue à le faire, comme ça divise le Parti communiste, qui a été très divisé. Vous savez qu'il y a eu 2 votes dans le Parti communiste. Le premier de la convention ou du Conseil national élargi, qui a dit on ne vote pas Mélenchon et on vote pour un parti, on présente un candidat communiste. Puis finalement, les adhérents ont voté, mais à une faible majorité, pour présenter un candidat communiste. Donc tout le monde a été divisé sur cette question-là à cause des caractéristiques de la candidature de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise qu'il a initiée. Oui. Si je reprends justement le fil de cette discussion que vous aviez eue avec Laurent Lévy, je reprends votre argument du mois d'octobre dernier, donc ça a eu le temps de... les choses ont eu le temps, c'est un peu facile de vous retourner tout ça maintenant. Mais pour résumer, votre argument, c'était de toute façon, il ne va pas gagner, mais on a souvent en tête, à la gauche a souvent en tête le modèle de 36. Et l'idée qu'un mouvement social peut déboucher sur une victoire politique. Mais ça, finalement, c'est plus l'exception que la règle. En fait, souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le mouvement social contre la loi travail, par exemple, puisse déboucher sur une victoire de Mélenchon. Mais il faut le soutenir pour d'autres raisons. La raison principale que je donnais, et qui est, à mon avis, toujours juste, c'est que les élections, surtout présidentielles, marquent l'état d'un rapport de force politico-social, si on peut dire, et une extrême gauche ou un Mélenchon fort va aider les luttes de demain. C'était ça l'argument. Et ça, je le pense toujours. Mais par contre, vous pensez qu'il avait aucune chance. Est-ce que finalement, le fait qu'il ait fait un score plus fort que prévu, ça a fait que vous dites en fait, peut-être que et en fait, il aurait pu gagner. Bon, c'est toujours. Ça sert à rien de refaire l'histoire, mais ça sert à rien de refaire l'histoire. Mais ce que vous dites est tout à fait juste et intéressant parce qu'en fait, c'était une erreur de ma part, en tout cas quelque chose que je n'avais pas vu, qui va poser problème par la suite. Et ça, c'est beaucoup développé dans la conclusion du bouquin. C'est qu'en fait, quand on reprend, et c'est ce que j'ai fait dans ce bouquin, les histoires vraiment précises de Syriza, Podemos, pour parler des exemples européens, mais c'est vrai aussi pour les latinos. Il y a 2 grandes caractéristiques à leur victoire ou à leur montée importante, pour ce qui est de Podemos ou de la France insoumise. C'est une rupture avec l'ancien monde, donc on n'a rien à voir avec les gens qui sont les forces de l'alternance, pour le dire vite. Donc en France, Parti socialiste ou républicain, le problème ne se posait pas pour les républicains, mais ça se posait pour le Parti socialiste, c'est l'évidence. Le Parti communiste a souvent fait des alliances au municipal, au régional avec le Parti socialiste, pardon. Donc première chose, c'est une rupture, on est différent, on incarne autre chose. Et puis la deuxième chose très importante, ça je ne l'avais pas vu, c'est l'idée on va gagner. On est candidat pour le pouvoir. Syriza va l'emporter sur un parti que peu de gens connaissent en France qui s'appelle le KQE, KKE, qui veut dire en grec, je ne parle pas grec, du Parti communiste grec, et qui est un parti stalinien, s'il en reste un, c'est celui-là. Très sectaire, très isolationniste, mais qui faisait 2 fois plus de voix que Syriza en 2011, et qui avait une assise sociale bien plus forte que ce soit dans la jeunesse ou dans la classe ouvrière. Et Syriza décolle en partie parce qu'ils ont compris le mouvement de jeunes de 2009, donc 2 ans auparavant, mais aussi et surtout parce qu'ils disent on se présente pour gagner.
et on va chasser le PASOK, qui était le parti de gauche au pouvoir, et on va imposer une autre politique. Après, c'est plus compliqué que nous le savons tous, mais en tout cas, ils ont déclaré ça. Iglesias et Podemos, c'est la même chose. Hein. Ils arrivent avec un blitzkrieg électoral et ils disent on va gagner en 1 an et demi. Bon, ça marche pas, mais ils montent aussi pour ça. Et Mélenchon va présenter cette idée qui me paraît farfelue à l'époque. C'était la théorie qu'il appelait du trou de souris. Il y a un petit trou de souris par lequel Mélenchon pourrait passer et gagner. Bon, on rigolait tous. Hein, bon. Mais c'est ça, en grande partie, qui a permis de rallier deux couches sociales qui n'étaient pas du tout, a priori, favorables à Mélenchon ou à France Insoumise, qui sont les quartiers populaire avec une forte proportion de gens issus de l'immigration, donc souvent musulmans. Hein. Or, Mélenchon est quand même un laïcard à la française, qui est vraiment assez loin des aspirations que peuvent porter ces populations-là, hein, qui tiennent à ce qu'on lutte avant tout contre la discrimination, contre les violences policières. C'est pas trop le truc de Mélenchon. Hein. Il est pas du tout, il accompagne pas du tout ces violences policières ou quoi que ce soit, mais il est laïcard classique. Bon, mais tous ces quartiers ont voté très massivement pour Mélenchon. Quand vous regardez la carte électorale du résultat de 2017, c'est clair. Et puis dans les centres-villes, beaucoup de gens qui sont disons des intellectuels plus ou moins précaires, qui se méfiaient beaucoup du côté bonapartiste, chaveziste, si on peut dire, de Mélenchon, qui n'aimait pas trop ça, mais qui à la fin se disent, bah tiens, si ça peut gagner, on vote. Voilà. Hein. Et donc cette espèce de convergence, disons, de milieux sociaux, ou en tout cas de vote dans ces milieux sociaux, assez improbable, a eu lieu parce qu'il y avait la possibilité que ça marche. Hein. Bon, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, je vous dis, partout en Europe, mais aussi, je ne vais pas le développer là, bien sûr, mais en Amérique latine. Et ça fait réfléchir, parce qu'à la fois, ça veut dire qu'il avait plus raison que des gens comme moi, hein, parce que dans la tradition du Parti communiste, ou pour ce qui me concerne de l'extrême gauche, on se présente pour d'autres raisons aux élections. Le Parti communiste, il dit toujours, on se présente pour rééquilibrer la gauche. C'est-à-dire, bon, on sait que les socialistes vont gagner, pas de problème, on accepte ça, mais vaut mieux quand même qu'il y ait un peu plus de communistes, quoi. Bon, c'est pas très enthousiasmant, hein, et on comprend que le déclin continue. Bon. L'extrême gauche, on se présente pour des trucs bizarres. C'est par exemple, quand vous écoutez Nathalie Arthaud, mais Arlette Laguier disait la même chose, on se présente pour défendre nos idées. Donc c'est pas grave d'avoir à côté deux autres candidats d'extrême gauche, de toute façon ça nous fait plus de temps de parole. Bon, donc on se bat pas du tout, on se présente pas pour gagner, du tout, mais pour défendre nos idées. Voilà. Et d'autres issus de la LCR ou du NPA comme Poutou disaient plutôt, on se présente pour favoriser les luttes. Hein, bon, c'était donc défendre, être un peu le porte-voix des luttes. Bon. Donc à chaque fois des choses qui sont tout à fait discutables, hein, je ne dis pas que c'est faux de dire tout ça, mais qui n'incitent personne à voter pour vous. Hein, bon, qui sont plutôt des candidatures de témoignage qu'autre chose. Alors que là, Mélenchon va faire une vraie rupture, comme l'avaient fait Syriza et Podemos, en disant non, on va gagner. Mais, et là aussi je le développe pas mal dans la conclusion du bouquin, ça pose toute une série de problèmes, parce que vous allez regrouper autour de vous des gens qui, si vous ne gagnez pas, sont désespérés. Par exemple, le résultat du premier tour était pour nous tous un choc. C'était énorme, quoi, faire près de 20%, c'est la plus grosse victoire, poussée électorale d'une gauche radicale depuis Jacques Duclos, si tant est qu'il était de gauche radicale, le Parti communiste, en 69, hein, donc en quasi 50 ans. Hein, bon, donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Et là, les gens étaient en larmes, au contraire. Bon, et ça, c'est le premier problème. Hein, bon, et ça explique aussi, par exemple, la déclaration crépusculaire de Mélenchon le soir du premier tour, que tout le monde était un peu sur le cul à l'écouter. Mais ça va créer un autre problème, c'est que les gens qui vont s'investir, pour beaucoup d'entre eux, vont penser que grâce à la victoire électorale, on va tout régler. Donc on va vite, on va à la victoire électorale. Et c'est vrai pour Podemos, hein, où on retrouve un peu la même caractéristique. Et on ne s'occupe pas trop des mouvements sociaux, tout ça, ça fait perdre du temps, ils sont divisés, etc. Donc c'est une espèce de voie royale qui passe par la politique et qui néglige tout ce qui se passe dans les quartiers, dans les entreprises, dans les milieux féministes, écolos. Ça, c'est un peu petite chose, quoi. Hein. Bon, donc on va retrouver une sorte de primauté politique qui, à mon avis, est très dangereuse parce qu'elle est fausse, au sens où ce n'est pas la réalité de nos sociétés. Elle peut pousser un triomphalisme qui est toujours très mauvais conseiller. Hein. Bon, donc ça, c'est un vrai problème parce que c'est la base même qui va pousser à ça. C'est pas seulement les dirigeants comme Jean-Luc Mélenchon ou le groupe avec Alexis Corbière et d'autres qui dirigent la France Insoumise, mais la base pousse à ça. Hein. Et on l'a beaucoup vu dans Podemos. Donc, alors je dis pas que c'est faux de faire ça. Je pense qu'il a eu raison de le faire, mais il faut faire attention conséquences de ce type d'orientation et de stratégie politique. Là, vous avez décrit l'attitude des différents partis d'extrême gauche envers les élections. Il y a une autre attitude qu'on a un peu entendue, très marginale, mais quand même, autour de l'idée de l'élection présidentielle n'aura pas lieu. En fait, il ne faut même pas s'investir, on dépense une énergie pour rien. En fait, les élections, piège à con, ça ne sert à rien.
bon, c'est des choses un peu comité invisible, cortège de tête. C'était plutôt les élections. Justement, on croit qu'on peut gagner, donc c'est une machine à perpétuer l'illusion. Et puis voilà, donc on dépense notre énergie sur ça plutôt que sur la vraie lutte, l'insurrection. Je sais pas quoi. Mais ce qu'il y a derrière ça, bon, il y a quelque chose de tout à fait juste dans ces réflexions-là, c'est que la démocratie représentative, dont la présidentielle est un des éléments, mais pas le seul, bien évidemment, il y a tout le reste, est un système qui reproduit les élites. Hein. Bon, c'est un système qui a été inventé pendant les révolutions américaines et françaises de la fin du 18e. Hein. Celui qui a écrit la Constitution américaine, c'est Madison, qui porte cette idée très forte que le peuple, il faut faire attention, il vote où il peut faire de grosses bêtises, donc il faut être sûr que les élites continuent à diriger. En France, c'est CIS, hein, juste après 89, qui va lui aussi porter les réflexions institutionnelles qui poussent à des systèmes censitaires à l'époque, hein, bon, mais qui tous sont autour de la démocratie représentative, qui est critiquée par beaucoup, hein, les théoriciens des Lumières ou les gens comme Condorcet, qui pensent que c'est pas du tout un système réellement démocratique. Hein, bon, et on voit bien comment les énarques, pour parler d'eux en France, ou l'establishment, si on était aux États-Unis, dominent complètement le jeu politique parce que l'élection représentative au sens classique du terme pousse à ça par nature même. Elle est construite par et pour ça. Hein, bon. Et donc le critiquer est tout à fait légitime. Hein, bon. Le deuxième argument de l'élection piège à con, qui est il y a d'autres moyens de faire comme l'insurrection, tenait à mon avis debout, même si c'était faux, après 68. Parce qu'on avait l'impression de la répétition générale qui était 68 et qu'on pourrait refaire une insurrection qui la gagnerait. Oui. Aujourd'hui, bon, il ne faut pas se cacher les choses. Beaucoup de choses se passent quand même dans le champ électoral. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer la façon dont ça fonctionne, hein, ce que je viens de dire sur la démocratie représentative. Mais oublier ça me paraît un peu passer à côté du débat, quoi. Dernière chose sur Mélenchon, vous décrivez bien dans votre livre le déclin des partis, à la fois donc les partis travaillistes, socialistes, ceux qui sont juste devenus néolibéraux, donc le PS en France, Labour, PASOK, etc. Mais aussi ceux de droite, oui. Oui, oui, bien sûr. Et là, finalement, vous décrivez ce qui est en fait la crise d'un modèle du parti de masse ou la crise du modèle du parti tel qu'il s'est construit dans la social-démocratie. Est-ce que finalement Mélenchon, avec sa France insoumise, bon, on pourrait dire la même chose pour Macron, bien sûr, mais est-ce qu'il n'a pas trouvé une solution à cette crise ? J'en suis pas sûr. Mais par contre, il met le doigt sur des vrais sujets. Hein. Bon, c'est-à-dire que, en fait, les partis politiques traditionnels, au sens où on les entend, hein, c'est-à-dire sociodémocrates ou même de droite, hein, parce qu'ils viennent du même modèle, viennent d'un modèle unique quasiment, hein, qui est vraiment le modèle allemand-autrichien, si on peut dire, qui est la social-démocratie donc germanique de la fin du 19e siècle. Hein. Bon, c'est un modèle unique parce que, en fait, les partis politiques commencent à émerger auparavant, au sens là aussi moderne du terme, aux États-Unis, hein, au milieu des années du 19e siècle. Les républicains et les démocrates commencent à se constituer, mais ils se constituent sous forme de caucus, c'est des rassemblements, mais disons sous forme d'appareils électoraux. Hein, bon, très flexible, très malléable, ce qui permet à des outsiders de l'emporter ou en tout cas de monter beaucoup. Sanders n'était pas démocrate, il était socialiste. Hein, bon, il rentre dans la primaire démocrate, et Trump, qui avait été vaguement démocrate dans sa jeunesse, ou en tout cas il y a quelques années, qui était républicain, comme je suis curé, est rentré et lui a réussi à gagner. Hein, bon. Mais donc cette plasticité américaine est importante et doit nous interroger, parce qu'on voit les modèles quand même s'exporter beaucoup d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Mais en Europe, c'est pas le modèle qui s'impose. Le modèle qui s'impose, c'est le modèle que les Allemands expérimentent, qui est un parti de masse, hein, avec une théorie très précise sur le rôle que doivent avoir les intellectuels en leur sein. Hein. Kautsky, qui est le grand théoricien de cette époque, hein, bon, explique que seuls les intellectuels peuvent donner la ligne politique, que les ouvriers ne peuvent pas. Hein, bon. Ça correspond à un moment aussi où la social-démocratie a plus de 40 quotidiens. Hein, bon, c'est considérable, dans lequel écrivent des journalistes qui, eux, sont ces intellectuels dont parle Kautsky. Ce n'est pas des gens éthérés, hein, c'est une vraie couche sociale, pour ne pas parler de classe, d'intellectuels qui écrivent dans les journaux. Et l'Allemagne, bien avant Jules Ferry, hein, les Français ont tendance à penser qu'on a tout inventé les premiers, mais les Allemands, bien avant nous, ont imposé ou créé l'éducation primaire obligatoire et gratuite. Et donc, tous les jeunes Allemands qui vont être la future classe ouvrière du décollage économique allemand de la fin du 19e sont lettrés, c'est-à-dire savent lire et écrire, donc ils lisent ces journaux. Hein. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a évidemment pas d'Internet. Donc le savoir passe par ces journaux, et ce parti de masse va se former avec une idéologie, des combats politiques, etc., qui vont être pensés par en haut, donc avec une direction qui dirige et qui diffuse par ses différents quotidiens cette idéologie-là. Et ce parti va s'appuyer sur des formations sociales au sens des organisations importantes, surtout le mouvement syndical. Il va être décidé, c'est l'objet d'un congrès très important du parti
social-démocrate allemand, puis de la deuxième internationale, internationale socialiste, que dans la doctrine socialiste, c'est le parti qui doit diriger le syndicat. Bon, ouais. C'est voté, c'est pas des choses qui sont simplement des accusations, ils le décident eux-mêmes, bon, et tout le reste derrière, puisque c'est des combats secondaires. Donc tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure comme le socialisme du XXe siècle vient de ce modèle allemand de la fin du XIXe et qui va être copié-collé par tout le monde. Bon, les communistes, bien évidemment. Lénine, dans Que faire, s'inspire quand même beaucoup de Kautsky. Bon, il dit pas tout à fait que c'est les intellectuels qui doivent diriger le parti, mais que c'est un intellectuel organique, le parti en tant que tel, sans dire quelle est sa composition sociale, mais enfin, c'est pas très loin quand même de Kautsky. Et puis, derrière les partis communistes, la droite va copier. Bon, la démocratie chrétienne, ça va être une tentative des courants catholiques ou protestants de construire des partis qui, eux aussi, vont avoir leurs propres syndicats, qui vont avoir leur propre parti de masse. La CFTC française qui a donné la CFDT est créée en 1911, si mes dates sont bonnes, par une encyclique papale sur la nécessité d'avoir une doctrine sociale de l'Église qui va permettre de créer ces syndicats comme des syndicats qui contrebalancent ceux de gauche, si on peut dire. Bon. Donc c'est toute la scène politique européenne qui va s'organiser sur ce modèle, qui va être aussi copié-collé par les mouvements de libération nationale. Bon, le Congrès indien, le plus grand parti politique dans une des plus grandes démocraties du monde, c'est ça, bon, qui lui aussi a ses syndicats, ses mouvements de jeunes, ses mouvements de femmes, etc. Bon, et ce modèle s'effondre petit à petit, quoi. Il est en train de se déliter, parce que toutes les fonctions que remplissait ce parti sont remplies par ailleurs. Bon, d'abord, premier élément qui est très important, c'est que l'augmentation absolument énorme du niveau scolaire fait que les gens ont un bagage intellectuel par l'institution scolaire bien supérieur à auparavant. Je crois qu'aujourd'hui, en France, on est à près de 2/3 des jeunes d'une classe d'âge qui a accès à l'enseignement supérieur. Il y a tout le débat pour savoir jusqu'où ils vont, est-ce qu'ils finissent leur licence ou pas, mais ce n'est pas mon problème. En tout cas, tout le monde va en BTS, en DUT, à la fac, en école préparatoire, peu importe l'institution, mais tout le monde va dans le supérieur. Donc ça donne une jeunesse qui a un niveau de connaissance absolument incomparable avec auparavant. Et puis, on a des tas d'autres outils, à commencer par Wikipédia, l'Internet, etc. Donc la première fonction, qui était cette diffusion du savoir, disparaît. Deuxième fonction, qui était l'organisation, passe par ailleurs, par les réseaux sociaux. On n'a pas besoin, pour aller à une manif, d'avoir un responsable de sa section politique ou secrétaire du syndicat qui vous le dit, vos réseaux sociaux, télé, enfin bon, tous les médias que nous connaissons. Donc c'est toutes les grandes fonctions du parti qui sont en train de disparaître. Donc en fait, restent dans les partis ceux qui s'intéressent aux élections. Ouais. Bon. Donc on verra pour France Insoumise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'essaye de faire France Insoumise, c'est de répondre à ce défi. On pourra en reparler dans la conclusion. Je pense qu'il y a toute une série de problèmes non réglés dans ce que cherche à faire France Insoumise. Mais en tout cas, ils se rendent compte que le modèle antérieur c'est en train de part de tous les bouts. C'est ça. Alors, donc Mélenchon n'a pas gagné. Là, on se retrouve avec Macron et la question qu'on se pose à gauche là, dans les médias, c'est comment résister à son offensive contre l'État social en général et là, en l'occurrence, à sa réforme du droit du travail. Là, donc, je vous pose la question en tant que militant, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a eu... les syndicats ont appelé certains syndicats à la grève. Et surtout aux manifestations du 12 septembre. Du 12, voilà. Absolument. Grève et manifestation le 12. La France Insoumise a justement appelé au 23. Déjà, est-ce que c'est habituel ce décalage entre le mot d'ordre syndical, le mot d'ordre politique? Non, c'est pas habituel. Et vraiment, là-dessus, c'est très classique, je vais vous dire, c'est une banalité, mais qui est important de rappeler, c'est que les mouvements sociaux ne se décrètent pas par en haut. Les appels à manifester, les appels à la grève peuvent aider. Ça peut être des déclencheurs. Mais on est toujours surpris. Qui pouvait penser que la loi El Khomri, qui avait quand même été bien assouplie, parce que si vous vous rappelez au tout début, c'était l'unanimité du monde syndical contre la loi El Khomri, il y a maintenant 2 ans. Et on a vu, 1 an et demi, même pas 2 ans. Et on a vu comment est-ce que, malgré l'abandon d'un certain nombre de mesures qui faisaient réagir les syndicats, comme le plafonnement des indemnités prud'homales, malgré l'abandon de tout ça pour plaire à la CFDT, n'avait pas permis d'éteindre un mouvement qui avait rebondi de différentes manières, avec des occupations de raffinerie, et puis surtout Nuit debout, mais qui était complètement là aussi improbable. Personne ne pensait à ça une seconde au moment où ça démarre. Donc on est toujours dans le même contexte. C'est-à-dire que là, tout le monde se dit, mais exactement comme pour la Khomri, ouh là là, c'est petit, on ne sait pas ce que ça va donner, il n'y a pas FO, il n'y a pas la CFDT. Ceux qui appellent vraiment au 12, c'est Solidaire et la CGT, c'est pour l'instant à peu près tout. Et quelques fédérations ou unions départementales force ouvrière, mais pas beaucoup. Il y a un tout petit peu la FSU, les syndicats enseignants. Mais c'est léger. Bon, et donc tout le monde part, on verra. Franchement, il n'y a pas de... dans ces domaines-là, il n'y a absolument aucune règle. Il n'est pas du tout certain que les choses partent comme une traînée de poudre, mais en même temps, qui sait?
Bon. Le fait d'avoir appelé le 23 est une affaire compliquée, parce que en général, on attend la manif syndicale pour voir ce que fait le parti par la suite. C'est pas un problème que les partis prennent des initiatives, pourquoi pas. Mais là, ça peut apparaître comme une espèce de concurrence avec le 12, d'autant plus quand j'ai écouté Jean-Luc Mélenchon à Marseille, qui ne parle plus du 12. Il ne parle plus que du 23. Donc, ce n'est pas, à mon avis, la chose la plus efficace à faire. Je pense que le plus important, c'est de réussir le 12 déjà. Et puis après, pourquoi pas le 23, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et, une question bête, mais la grève comme ça, même, est-ce que ça peut encore être le moyen Ça a changé considérablement depuis maintenant 20 ans, si ce n'est pas 25-30 ans. C'est-à-dire que la France est le pays de la grève générale. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des grèves générales. Il y a nous, il y a les Coréens, un peu les Italiens. Je ne connais pas d'autres cas. Et on a eu beaucoup en France, il y a eu 68, il y a eu 36. Et 36. C'est les deux grandes qui sont vraiment générales. 95, c'est déjà un début quand même. C'est une grève générale du secteur public. Il y en a eu une autre en 53 ou 6 qui était aussi du secteur public. Donc on a cette tradition. Les deux grandes, c'est 36 et 68, évidemment. Mais surtout, c'est dans la pensée politique française, mais à un niveau très très large, puisque c'était porté par la CGT, qui était anarcho-syndicaliste. L'idée de la grève générale était combattue par les marxistes au tout début, qui pensaient que c'était des foutaises, anarchistes, etc. Évidemment, ils vont le reprendre par la suite, mais au début, ils ne sont pas du tout là-dessus. C'est un truc très syndicaliste révolutionnaire, donc un art, au tout début. Mais cette idée de grève générale qui est très française, par exemple, quand vous avez des jeunes lycéens, le passage par la grève dans un lycée, c'est comme à l'époque le service militaire pour les garçons, c'était un passage obligatoire. Tout le monde commence par une petite grève quand on a 14-15 ans. Et ça fait partie de l'éducation politique, si on peut dire. Autant que le vote. Donc ça, c'est très français. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça. Mais pourquoi est-ce que c'est plus pertinent Ça paraît finalement quand même toujours assez logique. Il faut bloquer, bloquer la production. Il faut continuer à faire. Mais attention, quand je dis que la grève générale est française, les grèves ne sont pas françaises. Les Américains, par exemple, les États-Unis d'Amérique ou les Allemands, ont des grèves très dures. Mais c'est des grèves d'une entreprise, d'un secteur. Ce n'est pas la grève générale. Ça, c'est le concept de grève générale qui est français. Et derrière ça, la grève est utile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les mutations du monde du travail, elle est compliquée dans beaucoup de secteurs. Quand vous êtes en télétravail, quand vous êtes en temps partiel, quand vous êtes auto-entrepreneur ou freelance, bonjour la grève. Et donc, en fait, ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a toujours des combinaisons entre grève, en général dans les lieux stratégiques. En 95, les raffineries, l'année dernière, exactement. C'était les raffineries qui étaient bloquées, parce que là, ça paralyse le pays. Mais la clé, c'est là où se mesurent les rapports de force, c'est la rue. C'est la manifestation. Et il y a eu un changement énorme, c'est-à-dire qu'avant, la manifestation, c'était simplement un accompagnement de la grève. Ce qui comptait, c'était la grève. Il y avait toujours plus de grévistes que de manifestants. Et venaient aux manifs ceux qui, avec les banderoles, défendaient la grève. Mais c'était tout, mais la grève était au cœur. Là, maintenant, c'est l'inverse. La grève permet à la manif donne de l'ampleur aux manifs, d'une certaine façon. Donc on a un changement. Et la manifestation est devenue probablement la forme légitime de contestation la plus importante pour nous tous en France. D'accord, mais du coup, c'est pas plus logique d'appeler plutôt à une manif le week-end? Pourquoi pas Non, mais ça s'est fait tout à fait. Les syndicats l'ont fait à des moments. Si c'est ça qui compte, d'être nombreux. Mais là aussi, à cause des nouvelles formes de travail, beaucoup de gens peuvent prendre 2 heures de RTT ou décaler son boulot, le commencer plus tôt. Donc en pratique, sinon on ne comprend pas pourquoi il y a autant de gens dans les rues les jours de manif quand il y a peu de gens en grève. Et même en semaine. Donc là aussi, c'est un des petits bénéfices de ces formes atypiques de travail qui permet à tous ceux qui le veulent de venir aux manifs. Donc, alors, ça, c'était pour répondre aux questions urgentes d'actualité. On va enfin prendre un peu de recul et en venir aux questions stratégiques telles que vous les discutez dans votre livre. Alors, vous dites qu'on peut faire je trouve ça très utile, pour tout organiser, on peut faire la typologie des différents mouvements et partis socialistes du XXe siècle en distinguant 3 niveaux d'analyse. L'objectif. Donc l'objectif, c'est le socialisme. Voilà. Tout le monde est heureux, c'est la paix, la prospérité pour tous. L'appropriation collective des moyens de production. Donc ça, c'est au XXe siècle. Cet objectif au XXe siècle, c'est ça sur lequel j'insiste beaucoup dans le bouquin, c'est qu'en fait, c'est l'idée que pour arriver au socialisme, qui est le but général, c'est par la prise de l'État et surtout par des outils comme les nationalisations des grandes entreprises et la planification économique qu'on va y arriver. Bon, ça, je sais ça, on y reviendra à la fin. Le deuxième niveau, c'est
les moyens d'y arriver, les stratégies. Et ça, c'est la division entre les différents courants. Par la voie parlementaire ou par la voie révolutionnaire. C'est ça, réformiste, révolutionnaire, c'est ça la différence. C'est exactement ça. Et dans les voies comme parlementaires comme révolutionnaires, il y a des tas de sous-modèles. Bon, moins dans les pays comme la France, mais pour les pays du Sud, est-ce qu'on va faire une guérilla comme Che Guevara, ou est-ce qu'on va créer une armée populaire comme Mao Tse-tung, ou est-ce qu'on va faire une insurrection comme les Russes? Voilà. Donc vous avez comme ça différents modèles qui vont être en compétition les uns avec les autres. C'est-à-dire que les partis politiques vont se constituer autour d'un modèle stratégique. C'est pour ça que vous avez des trotskistes qui sont plutôt insurrectionnels, des maoïstes qui sont plutôt armées populaires et des guévaristes qui sont plutôt mouvementistes mais guerrieristes. Oui, c'est ça. Et troisième niveau, c'est les forces sur lesquelles on s'appuie pour y arriver. Et là, tout le monde était d'accord, c'est le prolétariat. Le prolétariat, la classe ouvrière. Et vous montrez comment tous ces niveaux-là sont rediscutés, sont mis en crise. Et donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir de nouveau aujourd'hui. Alors, si on... est-ce que j'ai le temps? Oui. Si on commence par dire un mot des acteurs, c'est fini le prolétariat, c'est pas seulement un mot qu'on utilise plus. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réflexion à avoir. Bon, la première idée, c'est que, parce que ça vraiment l'idée que le prolétariat et la classe ouvrière est au cœur, c'est chez Marx et Engels. Il n'y a pas photo. Vous prenez tous leurs textes, à commencer par le manifeste du Parti communiste, c'est au cœur. Et il y a derrière une intuition un peu géniale, c'est qu'on est en 47-48, donc vraiment à un moment où la classe ouvrière est minuscule dans nos pays, un peu plus grande, un peu plus importante en Angleterre. Et encore, jusqu'à la fin du 19e siècle en Angleterre, il y a plus de domestiques que d'ouvriers, on oublie toujours ça. Bon, oui, ceux qui vont chez les rentiers, chez les Proust, c'est tout le roman anglais de la fin du 19e, ou français des fin 19e, début 20e. Et donc la classe ouvrière, et ça c'est l'intuition géniale de Marx et Engels, même si elle est petite, elle peut jouer un rôle absolument clé. Ça, c'est l'intuition juste. Bon, et on va voir dans les révolutions qui vont suivre, en effet, la classe ouvrière qui va augmenter en nombre, jouer un rôle important dans la Commune de Paris, même si c'est une classe ouvrière artisanale pour beaucoup, et puis dans les grandes révolutions russes et allemandes des années disons, de la fin de la Première Guerre mondiale. Bon. Et puis chez nous, les grèves générales. Donc on peut dire que le modèle fonctionne. Bon, c'est déjà discutable à l'époque. Quelqu'un comme Bakounine, par exemple, n'est pas d'accord avec Marx là-dessus, parce que Marx est très anti, par exemple, ce qu'il appelle le lumpenprolétariat, c'est-à-dire les déclassés, donc les pauvres, pour le dire vite, ce qu'on appelle aujourd'hui les chômeurs, les RMistes ou les RSA, etc. Tout ça, pour Marx, c'est vraiment à combattre avant tout. Bakounine, non. Donc déjà, on voit que c'est pas si simple. Bon. Ensuite, il y a plein de débats sur la paysannerie, qui va beaucoup agiter les socialistes russes, entre Lénine, Trotsky, ils vont beaucoup s'engueuler, les socialistes révolutionnaires, sur le rôle de la paysannerie. Donc on voit déjà que la question était compliquée. Bon. Mais surtout aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes qui émergent quand on a cette idée que c'est la classe ouvrière qui doit être au centre. Bon, d'abord, ça marche plus vraiment. Quand on regarde les mouvements tels qu'ils sont, on parlait du mouvement Alter tout à l'heure, les mouvements paysans jouent un rôle tout aussi important. Donc dire qu'il n'y a que la classe ouvrière qui peut jouer ce rôle-là, bof. Deuxième idée qui est quand même très contestable, c'est que cette classe ouvrière, avec le parti qui l'accompagne, va permettre d'aboutir au mieux à la réalisation du socialisme. Quand on voit l'Union soviétique, la Chine, le Vietnam, même Cuba, les pays d'Europe de l'Est, etc., on ne peut pas dire qu'il y a eu un modèle gagnant. Donc il y a quand même un problème dans cette vision. Bon. Et puis surtout, et là c'est important pour nous, on ne va pas comprendre la réalité des révolutions qui peuvent être très très importantes, et donc de comprendre leur propre dynamique et les problèmes que ça pose. Je vais vous donner deux problèmes très très différents. La Chine. En Chine, il y a eu des insurrections ouvrières, ou avec une participation ouvrière importante en 27-28, qui ont été battues, écrasées, et le Parti communiste, comme on le sait, s'est réfugié dans les campagnes, et donc on a une insurrection dans les années 30, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, qui va être paysanne. Mais ce que dit un auteur comme Roland Lève, qui est décédé maintenant, mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui était un ami, c'est qu'en fait, ceux qui vont diriger cette révolution chinoise, en s'appuyant sur les paysans, ce n'est pas les ouvriers, ils sont dans les villes, ils sont très très loin du Parti communiste, mais c'est des intellectuels parfois déclassés, ou des intellectuels disons, de rang moyen, qui vont être absolument choqués, effondrés par le fait que la Chine est en train à nouveau de s'effondrer, et soumise aux appétits des grandes puissances, les Français, les Anglais, les Allemands, les Américains, les Russes, tout le monde se nourrit de la Chine. Et donc, alors que la Chine est jusqu'au milieu du 19e le premier pays du monde, sur le plan économique, sur le plan de sa production, sur le plan de sa culture. Et donc, pour tous ces intellectuels chinois, c'est un crève-cœur de voir ça. Et donc, ils vont se saisir d'une pensée moderne, puisqu'elle vient d'Occident, c'est le marxisme, mais en même temps subversive, pour diriger ce parti qui est le Parti communiste chinois. Et quand on prend les textes de Mao Tse-tung, c'est une espèce de syncrétisme permanent entre les traditions chinoises, le tigre de papier, des tas de choses de ce genre, et un vrai fond marxiste. Et ils vont donc utiliser la force propulsive d'un mouvement paysan qui n'en pouvait plus de misère pour prendre le pouvoir et redonner à la Chine son rôle de premier plan, ce qu'ils sont en train d'arriver à faire
aujourd'hui, ce qui est une espèce de détour amusant de l'histoire. Mais dans tout ça, la classe ouvrière, franchement, elle n'est pas là. Bon. Et donc, si on analyse uniquement par ce prisme-là, on ne comprend rien à la Chine. Et puis chez nous, on va avoir un autre danger, un autre problème qui n'est pas lié que à l'expression du mot prolétariat, mais c'est ce que j'appelle moi les catégories englobantes. C'est-à-dire qu'on va créer des concepts dans lesquels on va mettre tout le monde, et on va dire, voilà, tout le monde-là, on va s'opposer à peu d'ennemis, on va gagner. Donc c'est, alors des tas de gens, Gérard Filoche, mais beaucoup d'autres l'ont dit, c'est le prolétariat qui s'élargit à quasiment tout le salariat. Oui. Bon, et donc, voilà, on représente 80% de la population, si on met les retraités, les jeunes en formation qui sont des futurs salariés, voilà. On est tous dans cette salle salariés à un titre ou à un autre, donc voilà, on est cette classe ouvrière dont Marx a parlé. En réalité, ce n'est pas vrai. Les statuts sont tellement différents. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre un cadre dirigeant d'une entreprise et un chômeur? Bon, il y a 1000 divisions qui existaient déjà chez Marx, mais beaucoup moins que maintenant. Donc le concept, en englobant trop large, ne permet pas de comprendre la réalité des luttes et de construire une stratégie qui permet de voir si on s'intéresse aux enfants d'immigrés qui vont lutter contre les oppressions spécifiques dans les quartiers populaires, aux classes d'intellectuels plus ou moins déclassés qu'on va retrouver dans les centres-villes, aux services publics, à la classe ouvrière industrielle qui malheureusement souvent vote Le Pen. Bref, on a des réalités qui sont quand même assez différentes. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le mot prolétariat qui va être englobant. On va voir, par exemple, dans le mouvement Alter ou dans les suites du mouvement Alter avec les Occupy, l'idée des 99% contre les 1%. C'est encore plus englobant. Là, c'est quasi tout le monde. Il n'y a plus que un petit pourcent. Bon. C'est des mots qui, à chaque fois, sont utiles. Parce que c'est vrai que le salariat est très large chez nous et que c'est une vraie condition. Le salariat, c'est un assujettissement. On est toujours sous obligé d'obéir à ce que le patron nous demande d'une certaine façon. Bon, les 99%, et donc le fait de dire en tant que salarié on se rebelle, c'est très bien, pas de souci. Bon, les 99%, ça va être utile aussi. Et ça permet d'identifier ceux qui, dans cette phase de mondialisation, ont été les vrais gagnants, ceux qui accumulent des surprofits en permanence et qui sont peu nombreux. Donc, bonne formule. Mais qui, là aussi, laisse désarmer quand on essaie de construire une stratégie. Comment on réunit ces 99%? Bon. Et puis, la troisième catégorie englobante qui revient beaucoup à la mode, c'est le peuple. Pareil, on met tout le monde dans le peuple, alors là, les paysans, les salariés, tout le monde y est, pas de souci, on est quand même dans les 99%, et puis après. Donc voilà, ça je pense que ça ne tient pas debout. Le prolétariat pour des raisons un peu fondamentales que j'ai essayé de développer, mais les autres aussi. Et donc moi ce qui m'intéresse plus, c'est ce que j'essaie de traiter un peu dans la conclusion, c'est quels sont les groupes sociaux dans des contextes historiques donnés qui nous intéressent. Et puis quand on reprend dans l'histoire, ça c'est la partie du milieu du bouquin, essayer de voir pourquoi est-ce que dans chacun des pays qu'on peut étudier, moi j'ai pris le cas de la Bolivie, mais ça pourrait être des tas d'autres, en fait les acteurs changent. Et ce n'est pas les mêmes. La classe ouvrière bolivienne, c'était des mineurs. Vous savez que la Bolivie, c'est la réserve d'argent de l'Espagne. Potosí, c'était la montagne d'argent. Ça a fourni ça a permis le décollage de la première puissance mondiale, qui c'était les provinces espagnoles, les provinces unies, donc la Hollande aujourd'hui, ou les provinces unies. Et ça a permis à l'Espagne de développer sa grandeur. Mais cette Bolivie-là, donc, a connu les mines jusque dans les années 1980, donc quasiment 5 siècles d'exploitation minière qui était au cœur du modèle bolivien et qui a permis à une classe ouvrière organisée dans ce qui a été la COB, la Centrale ouvrière bolivienne, de dominer les grands mouvements sociaux, dont la Révolution de 1953, qui était construite beaucoup par la révolte des mineurs. Puis aujourd'hui, tout a changé. Ces mineurs-là, pour des tas de raisons, ne sont plus du tout dans le même contexte et ne sont plus du tout capables de jouer ce rôle d'avant-garde qu'ils ont pu jouer. Et on s'aperçoit que c'est les mouvements indigènes et que c'est les paysans, souvent cocaleros, ceux d'Evo Morales, qui vont diriger le processus très très important de victoire du mouvement indigène sur 500 ans de colonialisme. Donc c'est des mouvements qui sont clés, exactement comme la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, mais qui vont se constituer dans des alliances de classes qui sont intéressantes à travailler parce qu'ils vont permettre de comprendre les problèmes de demain ou ceux d'aujourd'hui en Bolivie. Voilà, c'est un peu ça que j'essaye de faire. Et en France, alors, en France, le problème, c'est de sujet historique. Oui, non, je pense que l'idée centrale du bouquin, c'est qu'on ne peut pas le déterminer a priori. Que par contre, on doit avoir des visions stratégiques. Donc moi, pour ce qui est de la France, je pense qu'il y a 3 groupes sociaux qui sont absolument déterminants, qui est ce qui reste du mouvement ouvrier, donc classe ouvrière et beaucoup services publics, qui sont quand même le cœur du syndicalisme français, mais qui, on ne s'adresse qu'à eux, vous amène toujours à penser un peu vers le passé, puisque quand vous avez des services publics, ils défendent les télécoms, ce que j'ai fait pendant des années en tant que syndicaliste, la poste, l'éducation nationale, la santé, toutes choses qu'il faut faire, mais vous avez tendance à défendre les vieux services publics, et quand vous demandez à un jeune qu'est-ce qu'il préfère, l'Internet ou la poste avec un timbre sur la lettre, il ne va pas réfléchir longtemps avant de vous dire l'Internet. Donc on voit bien qu'il y a des tas de choses qui sont en train de changer, et donc je pense qu'il y a d'autres groupes sociaux qui déjà jouent des rôles très importants, en particulier les centres-villes, donc des gens qu'on qualifie souvent d'intellectuels précaires, pas parce qu'ils sont eux-mêmes précaires, certains ont des boulots, mais ils se vivent dans une situation de précarité à cause des difficultés du logement, de l'emploi, etc., qui sont au cœur de Nuit debout.
hein, ou qui permettent de comprendre pourquoi les centres-villes passent à gauche dans beaucoup de pays du monde. Hein. Il n'y a pas que la France. Hein. Moi, j'habite à Ménilmontant. C'est des quartiers qui votent très massivement à gauche, mais c'est vrai d'une bonne partie de Londres, de Brooklyn aux États-Unis, en Australie, à Melbourne, la City, qui est vraiment le cœur, le centre, l'hypercentre, maintenant a élu un député vert, hein, bon, ce qui est pour l'Australie, l'extrême gauche locale. Bon, donc on a comme ça des mutations très très importantes. Hein. Bon, n'oublions pas que Paris était toujours à droite avant, hein, bon, qui renvoient donc à ces nouvelles couches sociales et qui jouent un rôle important dans les luttes. Hein, bon. Et puis, même si on les retrouve qu'à certains moments, hein, bon, toutes les populations d'origine immigrée, qui en France sont pour beaucoup musulmanes, pas tous mais pour beaucoup, qui ont lutte contre la discrimination et sur toute une série de sujets. Comment construire cette articulation de trois groupes sociaux, ça ne va pas de soi. Mais je pense que pour un projet d'émancipation, c'est au cœur de ce que l'on doit faire. Hein, et donc, ça pose des tas de questions. Hein, j'en aborde quelques-unes, mais qui ne sont évidemment pas résolues aujourd'hui. Mais voilà, je pense que ce qui est intéressant, je ne dis pas que j'ai raison. Hein, peut-être que ce que je vous propose comme, disons, projet stratégique n'est pas le bon. Mais en tout cas, discutons de ça. Et ayons pas des espèces de grandes phrases ou de grands mots sur le peuple et 99% ou le salariat qui ne servent pas à grand-chose. Oui. Alors, passons à la dimension stratégique. Aujourd'hui, je voudrais en particulier parler d'une voie qui semble faire ses preuves. On les a évoquées en Amérique latine. Podemos a fait une percée impressionnante avec des très très bons résultats aux élections municipales. Mélenchon a donc, comme on disait, fait des bons résultats. Et tout cela, ils ont en commun d'avoir suivi la voie populiste. Qui, le mot pose problème parce qu'en France, c'est tout de suite très péjoratif. Aux États-Unis, j'ai remarqué qu'à gauche, il n'y a aucun problème. On est complètement décomplexé pour parler de Sanders comme du populisme de gauche. Il n'y a pas de... C'est pas péjoratif du tout. Mais et c'est vrai que c'est ça qui semble avoir marché récemment. C'est donc des élections, comme vous dites, on gagne les élections, mais avec une tonalité comme ça populiste. Est-ce que vous pourriez déjà définir ce... C'est compliqué, c'est un mot valise. Hein, je vous laisse faire le boulot. Oui, c'est ça, parce qu'on met beaucoup de choses dedans. Ce qui est sûr, en tout cas, avant de parler du populisme, c'est que la voie électorale semble s'être imposée, mais attention, je vais quand même faire une petite réserve, à peu près partout. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, comment le basculement du monde a changé tout au début des années 90. Hein. C'est-à-dire que les dictatures étaient utilisées par, disons, les Américains pour l'essentiel, par les États-Unis d'Amérique, comme un moyen d'éviter le communisme. Hein. C'était dit avec ce cynisme là, il valait mieux un Pinochet et quelques dizaines de milliers de morts que le communisme. Bon, ça c'est fini. Hein, bon, et la démocratie est plus efficace pour des tas de raisons. Hein, donc la voie démocratique va sembler s'imposer à peu près partout dans les années 90. Hein, bon. Je dis attention parce qu'on voit aujourd'hui monter des nouvelles tentations d'extrême droite qui ne sont pas toutes basées sur des résultats électoraux en respectant plus ou moins les règles démocratiques. Quand on regarde l'Asie, hein, on s'aperçoit qu'il y a des vraies dictatures maintenant qui se sont instaurées. Prenez un pays comme la Thaïlande qui était démocratique avec un roi qui avait une figure très respectée, qui était intouchable mais qui ne jouait pas un vrai rôle dans la vie politique. Aujourd'hui, c'est une junte militaire hein, qui dirige. Hein. Bon, vous prenez Duterte aux Philippines, il a été élu, hein, donc c'est un processus démocratique au sens électoral du terme. Enfin, tuer 3 à 4 000 personnes, c'est des assassinats de masse et c'est destiné, disons, à limiter, c'est ça l'argument, le trafic de drogue, mais c'est les pauvres hein, qui sont tués. Donc c'est aussi une guerre de classe, hein, bon, comme on peut la retrouver au Mexique sous d'autres formes. Donc les pouvoirs autoritaires remontent. Hein, et donc, il ne faut pas considérer que cette tentation-là est éliminée à tout jamais. On a plutôt des exemples qui vont dans l'autre sens. Bon. Mais en tout cas, bon, bref, pour les pays dont on parle, c'est sûr que ça passe par la voie électorale et qu'il y a cette combinaison un peu particulière qui est la révolution citoyenne. Donc, on met ensemble deux mots qui peuvent apparaître comme des oxymores. D'un côté, la révolution et de l'autre, le vote, parce qu'on dit citoyen, c'est par le vote. Hein, bon. Et ça a fonctionné en Amérique latine, ça a fonctionné chez nous, et il vaut mieux que ça se passe comme ça. J'ai aucun souci avec ça, mais en voyant quand même les conséquences. Hein, c'est-à-dire que vous êtes quand même prisonnier d'institutions. Hein. Bon, alors vous pouvez convoquer les assemblées constituantes, ce qu'ont fait 3 des pays latino-américains dont je parle dans le bouquin, Équateur, Bolivie et Venezuela, ce qui ne résout pas tout, hein, voir la crise au Venezuela et aujourd'hui en Équateur, hein, où entre Moreno et l'ancien président Correa, les choses ne se passent pas toujours très bien. Bon, mais donc on peut changer les choses. Hein, bon, et il faut le faire. Hein. On voit qu'un des drames du Brésil, c'est que Lula, quand il a été élu, a décidé de garder le système électoral, qui est un système très particulier qu'on connaît peu en France, qui est présidentiel à l'américaine, c'est-à-dire la présidence. En Amérique latine, ils ont copié les États-Unis. Hein, alors que nous, en Europe, on est surtout parlementaire en dehors de la France. L'Amérique latine copie les États-Unis, donc il y a un président élu avec une administration qui a beaucoup de
pouvoir, mais un Parlement qui ne peut pas être dissous par le président et qui, lui, a aussi pas mal de pouvoir. C'est dans la lutte entre les deux, ou dans l'équilibre des pouvoirs entre les deux, que se construit les décisions du pays, hein, si on peut dire. Dans le cas brésilien, c'est très différent, par exemple, des États-Unis. C'est pas un bipartisme où c'est républicain-démocrate, comme on peut le voir aujourd'hui avec l'élection de Trump, mais c'est une présence très importante de ce qu'on appelle les ruralistas, qui sont des élus locaux dépendants des grands propriétaires terriens et qui changent de parti quasiment tous les 6 mois en fonction de ce que va offrir le parti dans lequel ils vont rentrer. Hein, bon. Donc c'est des systèmes dans lesquels la corruption est générale. Hein, bon. Et Lula, face à ça, va décider de jouer ce jeu-là. Et donc, il va créer ce qu'on appelle le Mensalão, qui est cette idée, enfin, poursuivre, ça existait auparavant, qui est ce système où, en fait, on paye des députés. Hein, bon, d'où les explosions judiciaires actuelles qui touchent son administration, mais aussi tous les autres partis, puisqu'en fait, tout le monde touchait hein, dans ce système-là. Et à l'évidence, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'une des choses qu'il aurait fallu faire à l'époque, c'était une constituante pour permettre d'avoir un régime qui ne soit pas celui-là, quoi, hein, bon, qui est au cœur de la crise actuelle du Brésil. Pour revenir à nous, donc, on essaye des révolutions citoyennes et c'est là où le concept de populisme va arriver. Mais ce qui est compliqué avec ce concept-là, c'est c'est vraiment un concept valise. À l'origine, il vient de 2 théoriciens, un Argentin et une Belge, Laclos et Mouffe, qui vont théoriser ça. Mais c'est Laclos surtout qui part de la réalité de l'Argentine des années 50 à 70. Qui va être dominé par un système politique marqué par ce qu'on a appelé le péronisme, hein, du général Perón, avec Evita en première partie de son régime, si on peut dire, dans lequel Perón va être capable de jouer sur tous les registres. Hein, bon. Mais chez nous, on aurait dit bonapartiste. Hein, bon, c'était un peu la même idée, c'est-à-dire quelqu'un qui se place au-dessus des conflits sociaux, au-dessus des classes, De Gaulle ayant joué ce rôle-là récemment, hein, par exemple, et puis auparavant les 2 Bonaparte, et surtout Napoléon III. Donc Perón va faire ça. Bon. Et il va faire ça en utilisant des recettes que ne vont pas comprendre les partis de gauche traditionnels qui en Argentine sont très trotskistes. Il y a beaucoup de groupes trotskistes, assez sectaires par ailleurs, mais beaucoup. Et un parti communiste qui lui aussi est assez, comment on peut dire traditionnaliste et un peu archaïque. Hein, bon. Et donc tous ces partis-là, qu'ils soient communistes pro-Moscou ou trotskistes, dans les années 70, 80, 90, vont dire que seule la classe ouvrière, et on revient au modèle dont on a parlé tout à l'heure, hein, seule la classe ouvrière, et donc contre le populisme en défense d'une classe ouvrière qui est la seule capable de changer les choses. Et ce que va décrire Laclos, c'est que c'est pas vrai. Que Perón, on peut discuter de ce qu'il a fait, mais peut changer les choses sans forcément s'appuyer sur une classe centrale qui serait la classe ouvrière, mais en agglomérant des éléments issus du peuple pour, développer sa politique. Bon, voilà, ça c'est le cœur de la théorie, mais qui est vraiment, et qu'il faut resituer dans le cas argentin. Hein, bon, sinon on est... Alors à partir de là, il faut bien voir que les régimes latinos de gauche se sont retrouvés avec des institutions qui étaient compliquées pour les raisons que je vous ai indiquées, et pour une autre raison qu'on connaît aussi moins en Europe, en France en tout cas, c'est que la bourgeoisie ou les classes dominantes, parce que la bourgeoisie en Bolivie, c'est pas grand-chose, hein, bon, ni même en Équateur, vont dominer tout le système médiatique. Hein, donc on n'a pas du tout comme en France un truc qui va de l'Humanité à Valeurs Actuelles, en passant par Le Monde, Libé, enfin tous les journaux qu'on connaît. Bon, et donc on va avoir vraiment la presse latino-américaine et réac. C'est-à-dire qu'on n'a rien d'aussi bon que Le Figaro. C'est toujours bien pire. Hein, c'est de la presse trash, très à droite, etc. Bon. Et face à ce monde-là dans lequel les médias sont totalement dominés par les élites, enfin la droite vraiment la plus, bon, franchement pas très intéressante, les régimes en place vont tenter de créer de nouvelles institutions par les constituantes, mais vont jouer à fond du poids du président. Hein, puisqu'on est dans ce régime présidentiel à l'américaine. Et donc, ça va donner Chavez créant Télésour. Bon, ça encore, ça va, parce que c'est concurrentiel aux autres. C'est dans un paysage encore pluraliste. Et puis, on va le voir à la télé faire des discours de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bon. Et tous, Correa pareil, et maintenant... Evo Morales, pareil, vont jouer sur leur personnalité. Et donc, ce que les latinos appellent le liderazgo, c'est-à-dire le poids du leader, va être absolument central dans la construction disons, de leur régime et de leurs alliances politiques. Hein, bon, et ça va être théorisé là aussi en partie par Mouffe, plus par Laclos qui est mort hein, maintenant, sur l'idée que pour réunir disons, ces éléments disparates du peuple, il faut aussi une clé de voûte. Et cette clé de voûte, c'est le leader. Hein, bon, d'où, derrière l'idée du populisme, cette idée d'un rassemblement plus large que la seule classe ouvrière, un leader qui l'incarne, hein, et puis toute une série de choses, on ne va pas rentrer dans un débat théorique, qui sont l'utilisation de ce que certains appellent les signifiants vides, hein, par exemple le mot patrie, hein, pour pouvoir le charger d'un contenu. Bon. Alors après, il y a des sous bon, là, c'est tellement utilisé, ce mot-là, qu'on va y retrouver des choses très, très différentes. Hein. Bon, certains disent qu'il faut que ce soit donc, des signifiants vides, donc le contenu est vide, hein, bon, mais ce qui n'est pas le cas
partout. Chavez s'inspire de Bolivar, qui est un penseur qui est issu du siècle des Lumières, même s'il est du 19e, mais qui va porter beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans les détails, mais bon, on a comme ça des visions très très différentes qui vont s'installer. Et on l'a vu en Espagne, par exemple, avec la division de Podemos en deux, les deux se réclamant de la Chloé Moufle. Donc il n'y a pas une ligne qui s'impose à partir de ce concept. Et entre Sanders et Mélenchon et Iglesias, on a des choses qui n'ont quand même pas grand-chose à voir. Donc, faisons attention aux mots. Mais, et c'est ça qui m'apparaît important, et ce que j'essaie d'écrire un peu dans le bouquin, si ce mot prend autant d'importance, c'est parce qu'il permet de s'appuyer sur des victoires ou des ascensions fortes, Mélenchon ou Podemos. Et puis, c'est aussi une critique, et les gens de Podemos sont particulièrement habiles à le faire, qui est d'une tentative de répondre à la crise de la démocratie représentative traditionnelle. Et c'est un peu la question que vous posiez en disant, est-ce que la France insoumise n'est pas en train de trouver la martingale du succès face à la crise des partis? C'est-à-dire, ce que disent les dirigeants de Podemos, c'est que les partis traditionnels et la démocratie représentative, c'est toujours les mêmes, c'est les partis de l'alternance, c'est le parti du consensus post-franquiste, dans le cas de l'Espagne, donc il y a une spécificité espagnole, bien évidemment. Mais donc, la vision populiste va se construire en affrontement et en opposition à la démocratie représentative classique, comme une espèce d'opposition. Et pour moi, le problème que posent ces visions-là, c'est que c'est quand même dominé par l'idée, on parlait des victoires électorales tout à l'heure, qu'on va gagner par le haut, par des victoires rapides. Et donc, forcément, c'est l'État qui va être l'outil, disons, de la transformation sociale. Donc, même si, quand on regarde le détail de ce que disent Podemos, France Insoumise ou les Latinos, c'est très différent d'un pays à l'autre. Je veux dire, le programme de Podemos est assez modéré. Celui de la France Insoumise est plus radical. Aucun des deux ne se prétend étatiste. Mais dans la pratique, quand vous regardez comment est-ce que les choses sont construites sur le plan théorique et comment est-ce qu'ils présentent ce qu'ils vont faire une fois arrivés au pouvoir, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup par le haut. Donc les choses se font. Ce qui s'est fait en Amérique latine. En fait, c'est le paradoxe de ceux qui sont arrivés au pouvoir, c'est qu'à la fois ils ont apporté des réformes démocratiques avec une constituante, et à la fois c'est allé avec une personnalisation encore plus forte du pouvoir. Exactement. Comme moyen de lutter contre la réaction. C'est ça. C'est ça l'idée. Alors pour dire deux mots de l'Amérique latine, les deux gros problèmes de ces régimes, c'est que très grande personnalisation et donc très vite des appareils très centralisés où on va retrouver de la corruption, en tout cas au Venezuela, généralisée. On s'aperçoit aujourd'hui en Équateur probablement aussi, en tout cas c'est ce que dit le nouveau président qui vient de la gauche, qui est Lénin Moreno, qui s'oppose à Correa, donc Rafael Correa qui était là avant lui. Donc de la corruption et des choses extrêmement centralisées sur la figure présidentielle. Et puis derrière, il y a un autre modèle. Il y a un autre modèle qui est en crise, c'est ce qu'on appelle, nous, le modèle de développement. C'est-à-dire que c'est des pays, alors là c'est vrai aussi pour le Brésil, qui ont construit leurs programmes sociaux sur ce qu'on appelle dans notre jargon l'extractivisme, c'est-à-dire l'extraction des matières premières et des biens agricoles, qui ont connu un boom des prix à la fin des années 2000, début des années 2010, ce qui a assuré une décennie d'expansion, mais basée sur ça, sur l'exportation minière, pétrolière dans le cas du Venezuela, et de produits agricoles surtout, pour le cas du Brésil. Et ça, c'est la mort. On sait tous que le pétrole, par exemple, il n'y a rien qui est le pire pour tuer un pays, et c'est ce qui est en train d'arriver au Venezuela. Et le reproche qu'on peut faire à Chavez, c'est pas tant d'avoir fait des programmes sociaux, c'est très bien, ça donnait de l'argent aux plus pauvres qui en avaient bien besoin. C'est un des pays les plus inégalitaires du monde, le Venezuela. Aucun souci, mais il est au pouvoir, le régime bolivarien est au pouvoir depuis 17 ans, puisqu'il est arrivé en 99, Chavez. Donc c'est 18 ans cette année. En 18 ans, ils n'ont rien fait d'autre. C'est-à-dire ils ont utilisé la rente pétrolière pour consolider un réseau d'alliances régionales, ça pourquoi pas, et pour redistribuer aux plus pauvres, très bien. Et puis quoi d'autre? Mais là, il n'y a pas de raison intrinsèque au populisme pour que ça soit forcément comme ça. Non, les deux se combinent. D'ailleurs, Mélenchon, par exemple, dit qu'il ne veut pas faire ça. Exactement. Plus écologiste. Dans l'Amérique latine, c'est la combinaison des deux. Non, ça on parle de l'Amérique latine. Je comprends que vous avez plus que des réserves sur le populisme comme stratégie. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt considérer que c'est plutôt utile comme catégorie pour penser le moment présent? On est dans un moment populiste. Le lien représentatif est cassé, on n'y croit plus, on ne croit plus à la démocratie représentative. Et donc, dans ce moment populiste, c'est la course entre le populisme de droite, le populisme, le peuple, avec une vision raciale de ce peuple, Trump, Le Pen, contre un populisme de gauche, qui n'est évidemment absolument pas raciste, où l'autre, c'est l'oligarchie, 1%. Mais ça serait surtout utile pour analyser le moment dans lequel on est, un moment populiste. Moi, j'ai voté Mélenchon sans état d'âme, oui, bien sûr. Aucun souci. Mais j'ai appelé à le faire, aussi, y compris ici, sur votre antenne, sans aucun souci. Mais je pense qu'on ne peut pas se contenter de ça.
Hein. Sinon, ça donnera des lendemains qui pleurent, comme on le voit beaucoup en Amérique latine. Hein. Pas que pour cette raison. Il y a aussi le modèle de développement et la crise des matières premières qui est derrière. Bon. Mais ça va donner des moments qui pleurent parce que la société n'est pas non plus prête à ça. Et ça va être un des problèmes avec France Insoumise. On discutait tout à l'heure, par exemple, de pourquoi est-ce que les partis étaient en crise. Cette élévation absolument énorme du niveau de formation, de connaissances, disons, des jeunes, enfin des nouvelles classes d'âge, change tout. Les gens ne sont pas prêts à se laisser embrigader dans une structure quelle qu'elle soit. Dans l'entreprise, c'est la crise. Chaque fois que les patrons veulent en faire trop, les jeunes se barrent dès qu'ils en ont l'opportunité. Donc on a une grande fluidité qui est un vrai problème pour les entreprises qui aimeraient bien garder ces talents, et qui n'ont pas forcément envie ou les moyens de les payer des fortunes comme peut le faire Google. C'est vrai dans la vie politique. Regardez, c'est vrai dans les mouvements sociaux. Un des gros problèmes pour les animateurs de mouvements sociaux dont je fais un peu partie, c'est que les gens ne s'organisent plus. Ils sont toujours aussi présents, voire plus dans la rue. Il n'y a jamais eu autant de manifestants dans nos pays depuis des dizaines d'années. Mais il n'y a pas pour autant plus de mouvements. Les gens s'organisent peu. Ils viennent à la manif, ils viennent à la nuit debout, ils occupent une raffinerie, pour parler du dernier gros mouvement social qu'on a connu, ou toute autre chose. Mais après, ce n'est pas pour autant qu'ils vont créer un mouvement permanent dans lequel ils vont agir au quotidien sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et cette crise-là, qui est celle des partis, est aussi celle des mouvements sociaux. Donc on voit bien que ce refus de l'embrigadement, il est général. Alors c'est vrai que nous sommes tous un peu schizos et de même qu'on veut pouvoir diriger nos vies et ne pas être contrôlé par qui que ce soit, on va écouter une star pop, une star rock et être dans l'excitation du moment où on est 50 000 à écouter une grande star, les Rolling Stones, je ne sais qui. D'une certaine façon, c'est un peu la même chose aux élections présidentielles. Les méga meetings, c'est ça. Les gens vont voir les vedettes, on va voir Macron, on va voir Mélenchon, on va voir Le Pen, on va voir tous ces tribuns. Mais est-ce que pour autant les gens sont prêts à accepter un système dans lequel tout viendra du centre? J'y crois pas une seconde. Donc ma caractérisation du moment politique comme étant un moment populiste, vous trouvez que vous la contestez? Je pense que c'est utile pour comprendre pourquoi certaines victoires peuvent avoir lieu, et c'est tant mieux. Prenez par exemple l'affaire de Chavez. Chavez est un cas intéressant, parce qu'au Venezuela, pour des tas de raisons, la gauche plafonnait à 5% des voix. Donc vraiment rien. La gauche n'existait pas. Chavez va faire un coup d'État dans les années 90, va être arrêté pendant ce coup d'État qui va foirer, par ailleurs, et là il va faire un peu comme Marcos et le zapatisme, il va appeler à arrêter la lutte armée. Il va lui-même dire qu'il ne veut plus faire la lutte armée et qu'il faut passer par la voie électorale. Donc il prépare d'une certaine façon la révolution citoyenne en disant ça sur toutes les télés. Puisqu'il est arrêté, c'est lui le dirigeant du coup d'État foiré par ailleurs. Alors il va faire de la prison, mais en sortant de prison, sa popularité va exploser. Parce qu'il apparaît comme celui qui a tout tenté, y compris le coup d'État, pour changer les choses, mais qui en même temps a compris qu'il valait mieux la démocratie et les urnes qu'un coup d'État militaire. Et là, on va le voir exploser et gagner l'élection en 99, dans quelques années. Donc on voit bien comment est-ce que des personnages de ce type, qui est improbable, qui aurait pu penser qu'un putschiste puisse gagner aussi vite, peuvent s'imposer par ce que vous appelez un moment populiste. Et ça peut marcher. Podemos a eu une ascension absolument fulgurante. On peut dire la même chose de Mélenchon. Donc il ne s'agit pas du tout de cracher dans la soupe. Peut-être comme point de départ, en fait. Ça peut être il faut tout à fait respecter ce qui a été fait. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne croyais pas une seconde qu'il pouvait faire 20%. Donc, c'est moi qui ai tort en la matière. Et dont acte. Après, est-ce qu'il faut construire une stratégie là-dessus? Je ne pense pas. Je pense que, c'est pas bon, parce que moi, je suis vraiment pour l'émancipation humaine et l'auto-émancipation. Et à obéir à des leaders, c'est pas mon truc. Et puis, 2, je pense que ça ne marchera pas. Les gens ne veulent pas obéir à un leader sur la longue durée. J'y crois pas une seconde. On le voit déjà pour Macron et sa République en marche. Alors, ça n'a rien à voir avec la France Insoumise, mais malgré tout, il y a quand même des analogies dans tout ça. Et donc, je pense que, et c'est un peu le sens du bouquin, c'est qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres modèles démocratiques qui sont ni la démocratie représentative, ni ce que vous appelez le moment populiste. Alors, on va enfin arriver à ce troisième niveau qui est celui de l'objectif. Donc, on est d'accord pour sortir du capitalisme, mais la question c'est qui détiendrait les moyens de production? Donc, pendant longtemps, on disait c'est l'État, il faut nationaliser. Et là, maintenant, donc, on revient sur ça. Aujourd'hui, c'est pas ça la solution. Et le mot magique, un peu, qui est dans la conclusion de votre livre, mais qui est partout maintenant. On dirait que c'est la formule magique pour... on va tous se mettre d'accord, c'est les communs, les biens communs. Et quelquefois, on a l'impression que c'est un peu... À nouveau, un mot valise, on met c'est tout. comme ça, et comme tout le monde est d'accord, c'est joli, les communs, sauf quelques personnes qui détestent. Mais sinon, globalement, c'est... Alors, déjà,
Donc, pour le définir, on pourrait dire, voilà, c'est ni la propriété publique, l'étatisation, la nationalisation, mais c'est ni la propriété privée du capitalisme. Voilà, c'est plutôt... C'est une troisième solution. C'est une troisième solution, l'exploitation, la gestion collective des ressources naturelles, par exemple, mais pas que, de plein de choses, par les usagers ou par les travailleurs. Donc, par exemple, les coopératives, ça s'inscrit là-dedans. Déjà, une première question juste est-ce que c'est pas tout simplement l'anarchie? Oui, en partie. Non, vous avez complètement raison. C'est qu'en fait, les communs, si on essaie de voir l'étymologie du terme et la réalité sociale, parce que les communs, c'est une relation sociale. La première chose que je veux surtout éviter, c'est que les gens pensent qu'il y a des choses qui sont des communs. Les gens disent l'air, c'est des communs, l'eau, c'est des communs. C'est pas du tout des communs. L'air et l'eau sont là bien avant l'humanité et les espèces animales, aucun souci. Bon, c'est la relation des humains avec, ou entre eux, pour produire quelque chose. Et en fait, le mot commun vient d'une expérience très particulière qui est l'Europe occidentale, l'Angleterre, puisque c'est là où le mot a été défini, de commons, qui était l'idée que dans la féodalité, il y avait des droits particuliers donnés souvent aux plus pauvres qui leur permettaient d'aller dans les forêts. On l'a fait aussi chez nous en France. C'est pas que anglais, les deux étant de toute façon très liés après William de Conquest. Bon, c'était l'idée qu'il y avait des droits communaux, donc des communs, qui permettaient à des gens d'avoir un droit d'usage. Donc c'est pas un droit de propriété, mais un droit d'usage. On faut aller dans la forêt prendre du bois, mais mort, pas coupé, ce genre de choses. Bon. Et derrière ces communs, donc qui étaient aussi le pâturage sur les talus, ce genre de choses, paysans. Cette idée va être reprise, même si l'analogie n'est pas directement faite, mais par les premiers socialistes. Owens en Angleterre, qui va être à l'origine du chartisme, donc dès les années 1820-1830, qui va définir les coopératives comme les moyens de sortir du capitalisme. Et cette idée des coopératives va être reprise par le mouvement anarchiste, vous avez tout à fait raison, mais aussi par les premiers socialistes. Proudhon est vraiment un coopérativiste ou se base sur artisanat et coopérative. Mais chez Marx aussi, il y a beaucoup de ça. Quand vous lisez beaucoup de ses livres, la nationalisation et la planification n'est pas au cœur. C'est beaucoup plus l'idée du mouvement des coopératives contre le capitalisme. Et tout ça va disparaître à la fin du 19e pour différentes raisons, mais la principale, c'est le fait qu'avec la fin de la première phase de mondialisation et surtout la deuxième révolution industrielle, avec la grande révolution scientifique de ces années-là, on va avoir l'idée que l'entreprise tayloriste pour sa dernière phase ou allemande pour ce qui était ses débuts va tout résoudre par l'organisation scientifique du travail et que c'est ça qui est efficace avec la puissance de l'État. Donc les socialistes vont dire on nationalise ces grandes entreprises, les capitalistes vont dire on ne le fait pas. Bon, ça c'est l'affrontement, mais donc on a un affrontement binaire au XXe siècle et on oublie ce qu'était cette tradition des communs tant paysans que ouvriers sous la forme des coopératives. Et l'idée, c'est que si ça revient si fort dans l'espace public, c'est à la fois parce qu'il y a une crise du capitalisme, il suffit d'ouvrir les fenêtres et de regarder ce qui s'est passé au moins depuis 2007, mais depuis bien avant pour le voir, mais il y a aussi une crise de l'étatisme. Je veux dire, franchement, le modèle soviétique fait plaisir à personne et donne envie à personne, mais même nos nationalisations à nous ne sont pas top. Mitterrand a beaucoup nationalisé, ça n'a pas changé beaucoup de choses. Et donc, il y a toute une série de gens qui commencent à revisiter le coopérativisme, les communs paysans, etc. Il y a des prix Nobel comme Elinor Ostrom qui ont été célèbres à cause de ça, à cause de leur théorie sur les communs paysans. Et puis, on a des nouvelles générations de communs qui vont apparaître, qui étaient là aussi, pour certains d'entre eux, improbables, pour d'autres plus logiques. Ce qui était plus logique, c'est les communs naturels, parce qu'avec une population qui augmente, plus le machinisme généralisé, la qualité de l'air, la qualité de l'eau va obliger de penser différemment notre relation à la nature, au sens large du terme. Et la chose la plus nouvelle, c'est les communs numériques. C'est l'Internet lui-même, c'est les Wikipédia, c'est OpenStreetMap, c'est toutes ces choses qui sont faites ni par les États, ni par le capitalisme. Wikipédia, c'est pas Hachette ou je ne sais qui, ou Flammarion qui l'a lancé, mais c'est pas non plus le ministère de l'Éducation nationale, c'est nous. Et ça, donc, c'est toute une série de pratiques. Alors, la thèse du bouquin, c'est de considérer, mais il n'y a pas que dans ça, par contre, c'est écrit par des tas d'autres, Dardo, Laval et des tas d'autres, c'est que les communs, en fait, ne vont pas supprimer le marché. Le marché existait bien avant le capitalisme. Je veux dire, sous la Grèce ou Rome, il y avait évidemment des échanges marchands. Ni les États qui existent aussi depuis au moins Sumer et je ne sais combien de milliers d'années. Mais on a une logique de commun d'abord qu'on peut développer en tant que tel, Wikipédia ou OpenStreetMap par exemple, mais qu'on peut aussi utiliser pour subvertir ou transformer ce qui se passe tant dans le capitalisme que dans l'État. Prenez par exemple une des choses les plus verticales et les plus mandarinales, c'est le cas de le dire, qui soit l'hôpital. Oui. À l'hôpital, avant, on allait écouter le professeur qui disait Madame, il faut couper un bras, une jambe, je ne sais quoi, ou faire autre chose. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est vous qui savez, professeur. Et puis voilà, on obéit au professeur. Ça a changé avec Act Up. Les derniers films le montrent, mais pas qu'Act Up, le sang contaminé, les mucoviscidoses, enfin le nombre de terrains sur lesquels les patients ou les parents de patients s'investissent, changent des choses. Alors c'est discutable, la façon dont le Téléthon, par exemple, amène à choisir tel ou tel laboratoire. Je
dis pas que les choses sont toutes roses et simples, mais on voit que la société s'investit de plus en plus dans toute une série d'espaces. Je donne l'exemple de l'hôpital, mais on pourrait en donner beaucoup d'autres. Et ça ne crée pas des communs en tant que tel. On ne va pas supprimer l'école de médecine. On est content que l'hôpital public reste c'est l'État, en fait. et on a besoin de professeurs ou de chirurgiens qui ont fait 9 ans d'études après le bac. Aucun souci, personne n'a envie d'être opéré par son coiffeur. Aucun problème. Mais pour autant... Il y a une logique des communs qui y rentre et qui titille. Mais ça, c'est un peu à la marge. On garde l'hôpital public. Pour le coup, pour la santé, justement, quand l'État a les moyens de bien faire, c'est super. Et juste, dans l'organisation interne, on donne plus de poids aux usagers. Ça change beaucoup de choses. Ça change quand même beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est ça, c'est que les communs, c'est à la fois des choses qui peuvent se développer, parce que si on développe beaucoup les coopératives, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Dans la façon dont on travaille, dont on s'organise dans le travail, etc. Donc on peut avoir un vrai développement dans de très nombreux secteurs d'une logique des communs, y compris de la gratuité, voire l'Internet. Et je donne à nouveau l'exemple de Wikipédia OpenStreetMap. Et puis là où on aura toujours besoin des États et toujours besoin du marché, il y a aussi une sorte de contrôle social au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il peut se développer, et d'irruption, disons, de la société partout où elle le peut. C'est ça l'idée. Mais qui, je le dis bien, ne remplacera pas l'État et ne remplacera pas le marché. Je veux dire, ceux qui ont tenté de remplacer le marché par autre chose, c'était le Cambodge et ce n'était pas forcément le meilleur des résultats. Et l'État pareil. Il y a Zumia et The Art to Not Be Governed de Scott, qui est l'idée que dans ces hauts plateaux de ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine, du sud-est asiatique, les gens ont pu vivre 2000 ans sans État, ce qui est vrai quand on regarde factuellement. Mais est-ce que c'est reproduisible à une large échelle? J'ai des doutes quand même. Donc j'ai plutôt tendance à penser qu'on aura toujours besoin du marché ou toujours besoin des États, mais qu'on a besoin aussi d'une logique radicale de transformation qui, pour beaucoup, s'inspire de ce que les libertaires ou les anarchistes ont pu amener et qui donne le pouvoir aux gens. C'est ça, c'est l'empowerment. On n'emploie plus le terme parce que la Banque mondiale le fait tous les jours, mais c'est ça l'idée, c'est de donner du pouvoir au maximum à la société, à la population, à nous tous, dans tous les domaines de la vie. Mais ça, par exemple, ça peut, le fait d'avoir plus de coopératives, ça peut seulement marcher si on a radicalement transformé les structures de la mondialisation, qu'on est revenu sur la financiarisation, etc. Parce que les nationalisations n'ont aussi pas marché, par exemple, sous Mitterrand, parce que ce n'est pas tant qui possède une entreprise que dans quel environnement institutionnel elle s'intègre. Et donc, tant qu'on est face à la concurrence... Il y a un très bon bouquin de Thomas Coutreau là-dessus qui s'appelle L'entreprise néolibérale, qui explique bien ça. Mais le but du bouquin, c'est quand même 230 pages. Je ne cherche pas à répondre à tout. À l'évidence, il n'y a pas un changement radical des formes du pouvoir, parce qu'il a été tenté en Amérique latine. Par exemple, Syriza n'a pas pu le faire avec les contraintes européennes, ce n'était pas à l'ordre du jour. Oui, ça, par exemple, Syriza, vous dites que ce qu'on peut... apprendre de l'échec de Syriza, c'est qu'une des questions clés qui se retrouve, c'est le degré de rupture. Et Syriza n'a finalement pas été prêt à aller jusqu'à une rupture avec l'euro. Sur ça, par exemple, est-ce que les communs apportent une réponse à ça? Les communs n'apportent pas une réponse à tout. Et à l'évidence, les flux financiers, on peut dire la monnaie, c'est des communs, mais là on rentre dans des généralités telles que ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc évidemment, il faut changer les structures de pouvoir dans les pays. Évidemment, il faut changer les règles de la mondialisation, en particulier sur les flux financiers, toutes ces questions-là. Évidemment, il y a des mesures sur l'écologie, je pense au changement de climat, qui passeront par des décisions réglementaires et des décisions étatiques, mais là aussi, pas tout. Quand on voit aujourd'hui les énergies renouvelables, pour moi, le modèle le plus intéressant, c'est l'Allemagne plus que la France. C'est pas donner tout le pouvoir à EDF. L'Allemagne, c'est un modèle de coopérative, d'habitants, de collectivités locales qui créent massivement du solaire et de l'éolien et qui est en train de changer complètement le modèle énergétique européen. Je veux dire, les choses bougent très très vite et c'est les Allemands qui sont à l'avant-garde ou les Danois. Donc on s'aperçoit qu'il y a des choses qui bougent dans la société sur lesquelles il serait intéressant de s'arrêter plus longuement pour en voir les bénéfices et les problèmes, parce que là aussi il ne faut pas être naïf. Je veux dire, dans ces coopératives énergétiques, il y en a qui ont plus investi que d'autres, tout le monde n'est pas absolument égal. Je ne suis pas en train de vous décrire un monde enchanté. Et concrètement, intégrer les communs dans une construction stratégique pour la gauche, ça veut dire, est-ce que ça peut vouloir dire qu'on engage une bataille nominale pour justement dire ça c'est commun, ça c'est commun. Comme vous disiez tout à l'heure, l'eau et l'air, c'est pas comme ça. C'est une bataille politique de nommer telle et telle chose. C'est la relation des humains avec un milieu naturel ou des décisions prises. Et par exemple, pour revenir à l'énergie, je pense que oui, un gouvernement de gauche qui digne de ce nom devrait favoriser massivement le développement d'autoconsommation et de coopératives de production d'énergie partout, le plus possible, et de donner la priorité à ça plutôt qu'à des parcs d'éoliennes en offshore.
Ça peut se décider dans certains cas, ce n'est pas le sujet, mais qui sont forcément dominés par des grands groupes qui maîtrisent tout ça, ce qui est le modèle français, hein, quand même. Hein. On aime bien les grands groupes, publics ou pas, peu importe, mais voilà, et ça donne de pouvoir à personne. Hein, quand vous avez un parc d'éolien en offshore, c'est ni vous, ni moi, ni les habitants du coin qui contrôlent quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, ce sera Veolia ou Engie ou l'EDF qui le feront. Donc je pense que là, il y a des décisions à prendre qui vont dans le sens de permettre à la population elle s'exprime déjà, hein, elle agit déjà, mais d'amplifier ce pouvoir. Ça, hein, ce qu'un pouvoir public de gauche devrait faire, ou des pouvoirs publics de gauche, c'est de donner encore plus de pouvoir aux habitants. Hein, à la société, hein, d'une certaine façon. Et là, on renvoie sur les questions démocratiques, hein, parce que pour moi, il y a un assez fort lien entre l'idée qu'on est dans un modèle binaire, capitalisme, étatisme, et donc maintenant la logique des communs crée un modèle ternaire. Et sur le plan démocratique, il y a un peu la même idée, c'est que la démocratie représentative va bien avec le capitalisme et le marché. Hein, bon, de même que le populisme, comme il passe par l'État, sera de même amené à prendre des mesures de type étatiste. Hein, bon, qu'en revanche, il y a un modèle, je l'appelle la démocratie radicale, peu importe le terme, hein, bon, mais qui est l'idée qu'il y a des tas d'autres formes démocratiques qui sont basées sur l'implication directe de nous tous. Hein, bon, c'est le modèle de Wikipédia et d'OpenStreetMap. Il y a une gouvernance, hein, bon, ça marche. Hein, bon, alors, peu de gens en font partie, mais tout le monde peut en faire partie. Hein, donc ça change beaucoup de choses. Puis il y a de la démocratie directe, hein, en regardant les exemples suisses, bon, ça c'est ce qui est le plus proche de nous, mais très intéressant, l'Ouest américain a beaucoup de démocratie directe. C'est-à-dire qu'en fait, la Constitution américaine, c'est vraiment la Révolution, donc c'est fin du 18e, la guerre d'indépendance, mais ils ont à la fin du 19e une expansion à l'Ouest, bon, ce qu'on connaît tous, la conquête de l'Ouest, puis l'appropriation Californie, Texas, etc., mais qui est un moment où il y a une très grande critique vis-à-vis des grands, ce qu'ils appelaient des monopoles, c'est en fait des grandes entreprises privées, hein, chemin de fer, et puis juste après, pétrole. Et donc, dans ce rejet, disons, des grandes entreprises capitalistes, ils vont créer des institutions de démocratie directe. Par exemple, il y a un droit au référendum révocatoire dans beaucoup d'États de l'Ouest. Il y a un droit au référendum sur des tas de questions, de référendum citoyen. Hein, ce n'est pas le gouverneur de l'État ou l'Assemblée de l'État qui décide, c'est les citoyens par un certain nombre de signatures qui peuvent imposer un référendum. Et ils imposent des tas de choses, dans des choses absolument imprévues. Le fait qu'il y a une légalisation du cannabis, par exemple, c'est en train de se faire dans tous les États-Unis par des référendums locaux, hein, qui gagnent à chaque fois. Hein, bon. Ils ont gagné aussi, pas partout, mais dans beaucoup d'États, des salaires minimums importants. Oui. Hein, oui, grâce à des référendums locaux de citoyens, hein, qui ne sont pas des choses issues des États. Bon, ils n'ont pas malheureusement gagné encore sur la peine de mort, mais on peut penser que ça va venir. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent. C'est assez en fait, étonnant de vous entendre aux États-Unis, qui n'est presque plus du tout une démocratie au niveau fédéral, quoi, quand on regarde les puissances de l'argent qui prennent ça. Et en fait, à une échelle plus petite, il y a plein de possibilités. Je ne veux pas dire que le modèle américain doit être suivi, mais en tout cas, on a des tas d'exemples comme ça qui montrent que des démocraties radicales peuvent exister. Donc, c'est la démocratie de l'implication directe. C'est ça qu'il y a derrière. Mais là aussi, ça ne remplacera pas le fait qu'il peut y avoir des moments populistes, pour employer votre expression, ni des éléments de démocratie représentative. Malheureusement, on continuera à élire nos maires ou nos présidents. Je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin, franchement. Ce régime parlementaire est largement supérieur, à mon avis, à un régime présidentiel. Mais s'il y a un régime parlementaire, les députés ne vont pas être tirés au sort. Mais par contre, il y a beaucoup de cas où le tirage au sort peut être aussi utilisé. Donc on peut redécouvrir comme ça toute une série de méthodes démocratiques qui étaient considérées par les anciens, les Grecs avant tout, mais aussi par les Lumières, hein, comme plus démocratiques que la démocratie représentative. C'est très bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité en tout cas.